Madame, monsieur, bonsoir. 21h, 23h, carte sur table. Nous excusons pour le léger retard. Ce soir, donc, nous allons avoir techniquement 4 invités. Bienvenue à ce débat consacré à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun. Ce soir, nous recevons les représentants de, je l'ai dit, 4 partis politiques, le RDPC, le FDC, le PURS et le SIF. Ils vont nous exposer leur vision pour l'avenir du Cameroun et débattre des solutions à apporter aux défis majeurs de notre pays. Nous aurons également l'honneur d'accueillir en ligne depuis les États-Unis Ben Modo qui interviendra tout à l'heure. Les invités, on le rappelle, de ce débat sont respectivement Patrick Rifou du RDPC qui va nous retrouver d'un moment à l'autre. Il n'est pas encore en studio, il est en chemin, nous a-t-il dit. Benjamin Ngongan, bonsoir, vous êtes du MP3, mais on le sait, vous soutenez le candidat Hiram Samuel Iodi. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, monsieur Tongo. Pardon, merci d'être à nouveau sur ce plateau. Rodolphe Nyamsim Poudi, bonsoir. Bonsoir, député Tongo, la République est en marche. Je souhaiterais dire à tous mes militants une seule réponse, c'est de savoir que Franck Fanon nous avait dit que chaque génération doit découvrir dans une relative opacité sa mission. Et la mission de la génération camerounaise aujourd'hui, qui est la nôtre, est de remplir notre mission et non de la trahir, comme les 4 générations qui ont succédé la gouvernance du Cameroun. C'est la pause salutation. C'est la pause salutation. Ce n'est pas encore la pause propagande. Non, c'est la pause salutation pour dire que Franck Fanon avait vraiment décrypté cela. Il y a une génération 30-40, 50 et 70 qui a trahi la mission. On en donnera le débat tout à l'heure. Merci infiniment d'être là, Rodolphe. Alex Ngepi, bonsoir. Bonsoir, député. Bonsoir aux millions de personnes qui nous suivent ce jour. Un bonsoir appuyé au chairman Joshua aussi, futur troisième président de la République du Cameroun, et à toute l'équipe qui l'accompagne pour l'élection présidentielle de 2025. L'émission sera en rediffusion jeudi à 13h et samedi à 8h30. Mais dès ce soir, donc, essayons de dérouler tout ce qui est prévu pour avoir les analyses et les commentaires de notre panel. Alors, pour entrer dans ce sujet, ou du moins dans ce thème que je vais rapidement rappeler, présidentiel 2025, le Cameroun de l'après, 12 octobre prochain. Évidemment, nous sommes dans une projection, mais on va certainement s'inspirer de ce qui se fait actuellement dans le cadre de cette pré-campagne électorale autour des programmes des différents candidats. Alors, chaque intervenant d'entrée va certainement répondre à la question commune. Quelle est la priorité absolue de votre candidat pour le Cameroun après 2025? Qui sait peut-être, je commence avec vous, Alex Ngepi. Oui, notre candidat Joshua aussi porte un programme assez ambitieux, Sauver le Cameroun. D'ailleurs, c'est un programme qui a été élaboré en 7 ans, c'est-à-dire depuis 2018, après l'élection présidentielle. Nous avons commencé à rédiger ce programme-là. Et au sort de ce programme, nous avons fait 3 tours du Cameroun depuis 2023. Donc, il s'est rendu dans toutes les régions du Cameroun. Il est allé au cœur, il est allé solliciter l'aide des populations, être en contact avec leurs besoins. Et au sortir de cela, il a eu à mettre sur pied un programme. Dans le programme du SDF Sauver le Cameroun est un programme, c'est pas une utopie, c'est un programme qui tient compte de la réalité des besoins dont le peuple camerounais a besoin. Par exemple, une des priorités de ce programme-là, c'est de donner la dignité aux populations du Grand Nord, parce qu'on estime que le Grand Nord est une région qui a été oubliée et qu'il est important de donner la dignité à ces populations-là, à ces mamans, à ces femmes, à ces messieurs qui se battent jour et nuit, qui doivent combattre Boko Haram, la sécheresse et qui ne sont aucune aide de l'État. Entre autres aussi, comme autre priorité de notre programme Sauver le Cameroun, c'est de sauver le Cameroun contre lui-même, c'est-à-dire avec la crise de nos eaux, où nous avons dit en 100 jours, on doit pouvoir résoudre cette crise, on doit pouvoir mettre un terme au conflit et en 3 ans, on doit arrêter ce conflit. Donc c'est entre autres ce que nous prévoyons comme Merci, Alex. Grande ligne de notre programme. Rodolphe, alors pour l'après 12 octobre, quelle
sera la priorité de votre candidat pour le Cameroun? Voilà, vous saviez que les 4 millions d'électeurs qui font confiance au peuple uni pour la rénovation sociale... Attention, vous les avez... Il y a 4 millions d'électeurs, c'est les 8 millions qui vous font confiance. C'est ce que je suis en train de dire. Sur quelles statistiques vous fondez-vous? Alors, le peuple uni pour la rénovation sociale a fait le tour des 10 régions du Cameroun en installant les 10 permanences dans les 10 régions du Cameroun. Et nous avions 4 millions de jeunes qui nous feront confiance, qui se sont inscrits massivement dans ces listes électorales au soir de ce qui donne aujourd'hui à l'ECAM 8 millions d'inscrits. Alors, selon nos statistiques... Ce sont vos... Vous savez qu'en cette période, il faut être très délicat sur les stats. J'ai dit selon nos statistiques. Je suis très sérieux lorsque je dis que 4 millions de jeunes électeurs camerounais... Ce sont vos militants, vos sympathisants. J'ai dit 4 millions d'électeurs. Comment vous savez qu'ils vous sont acquis? Alors, pendant que j'arpente le Cameroun tout entier, je dénombre, je décompte le nombre de militants. Vous avez 4 millions de militants à ce jour? J'ai dit 4 millions d'électeurs. Je dénombre le nombre de militants qui me font confiance. Okay. Et je vois les sympathisants. Et je vois d'autres Camerounais dont j'ai chiffré à 4 millions qui m'ont fait confiance à travers les 10 régions du Cameroun. C'est 4 millions d'électeurs. Vous saviez que le Cameroun a 300 et poussières de partis politiques. Tous les partis politiques ne sont pas allés aux élections et non pas un candidat à l'élection présidentielle. Alors ces partis politiques-là, donc, qui ne sont pas allés à cette élection présidentielle, ont déjà commencé à faire les alliances avec le PURS. Et dans ces alliances-là, il en ressort que je suis en train d'aller en droite ligne avec 4 millions d'électeurs camerounais qui doivent me faire confiance. Je voudrais rappeler qu'à l'issue de l'élection présidentielle de 2018, vous aviez 19 704 voix. Ça fait 7 ans. Donc vous passerez en 7 ans de 19 000 voix, moins de 20 000 voix à 4 millions d'électeurs. C'est un dynamisme qui s'opère sur le terrain et pas ma présence dans ce que j'appelle un ancrage politique et un mariage territorial selon la communication que je suis en train de faire. Ah, vous êtes dans la communication essentiellement de la propagande, c'est bien cela? Ce n'est pas de la propagande, c'est une communication politique, vu que j'ai 10 régions du Cameroun où j'ai implanté 10 permanences. Prenons-la comme une communication politique et dans ce cas, je vous laisse poursuivre. Donc vous avez l'intention de ne pas me laisser poursuivre? Non, parce que comme je l'ai dit... Monsieur Diputat, je vous sais très d'un journaliste dans un milieu d'investigation possible. Oui. Pour savoir que si j'ai pu mettre 10 permanences de partir les 10 régions, avec une pieuvre tentaculaire au niveau des départements, je suis en mesure de dire que dans les 8 millions... Aussi loin que vont mes souvenirs, je me redis, souvenance de ce qu'un candidat ait pu faire 4 millions d'électeurs depuis 92, que le Cameroun a repris avec les élections. Ça va donc être une trouvaille cette année. Parce que je suis en train de... C'est bien pour ça que j'insiste et je dis... Et je pense que... Vous êtes dans la communication politique. Dans ma communication sous ce label... Dans ma communication politique, je peux vous laisser faire en mettant de gros guillemets sur le chiffre que vous avancez. Donc je vous laisse poursuivre cette fois-ci. Si elle est comme à 8 millions de Camerounais inscrits, j'ai 4 millions qui me feront confiance. D'accord. Je suis dans ma communication politique. Et je pense que dans ce que j'aurais appelé mon job description, le candidat Serge Espoir Matomba est en train de prendre le bâton du pèlerin. Et je pense qu'au sortir de Fumban et de ce que nous avions fait, nous pensons que le 12 octobre 2025, ce sera une souveraineté économique, une souveraineté politique qui sera le programme du PURS. Ce sera évidemment un nationalisme culturel à la recherche d'une identité propre du Cameroun. Il n'y aura plus de Cameroun anglophone et de Cameroun francophone. Ce sera les Camerounais qui vont décider de leur destin. Et je pense que ajuster cela au PUS, le PUS qui se veut pour un parti républicain, ancré dans les us et coutumes du panafricanisme, je pense que après cette élection présidentielle, que le président Serge Espoir Matomba est porté à la magistrature suprême, le Cameroun va redorer le blason de cette économie d'antan et de ce fleuron d'Afrique. Merci, Benjamin. D'Afrique tout entier. Oui, donc, comme l'avait dit, je suis du MP3, mais effectivement, je soutiens le candidat Hiram Yodi, qui est porté par le FDC, et dont les priorités, bien sûr, je pense, vont faire tout de suite écho à l'ensemble des Camerounais. On ne peut pas avoir un président qui dort la nuit tant qu'on a encore ce conflit du nord-ouest et du sud-ouest qui se perpétue. Ça fait quand même plus de 8 ans que des Camerounais sont tombés sous les balles, que nos deux régions ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner. Donc, tout de suite à l'entame de sa campagne, M. Hiram Yodi a rappelé que sa priorité, en tout cas la première, serait effectivement
de reprendre le discours avec toutes les personnes qui sont impliquées dans ce conflit pour amener, premièrement, un cessez-le-feu. Il faut faire taire les armes dans ces deux régions-là. Ensuite, travailler à la démilitarisation rapide de ces deux régions. Et enfin, pouvoir amorcer le travail qui sera peut-être le plus difficile, mais nécessaire, cette conférence nationale souveraine qui permettra de discuter de manière claire, sans tabou, de la forme de l'État. Parce que c'est quand même une des raisons principales, si ce n'est la raison qui a mené à cette déchirure entre nos différents, les zones anglophones, comme on les appelle, et le reste du Cameroun. Donc, la deuxième priorité, parce que on ne pourrait pas non plus effectivement entamer ce mandat sans travailler là-dessus, c'est bien évidemment la question de la fin du gaspillage de l'argent public au Cameroun. Je crois que chaque Camerounais subit au quotidien les douleurs, même j'ai envie de dire les violences de la façon dont notre pays est gouverné. Il y a des mesures d'urgence là également qui pourront être prises dès la prise de fonction de M. Yodi, si les Camerounais avaient porté leur choix sur lui. Premièrement, arrêter avec ce gouvernement pléthorique. 63 membres, on ne peut plus vivre en 2025 avec des pays qui sont gouvernés de cette façon-là. On revient à 20 membres dans le gouvernement. C'est la première tâche que le Premier ministre qui sera nommé en novembre par M. Yodi aura à faire. Au-delà de ça, bien évidemment, engager un audit clair et net pour enfin comprendre qu'est-ce qu'il y a dans nos comptes publics. Peut-être avant d'y aller, je voudrais vous lancer sur la question du Premier ministre. Vous ferez un équilibre comme ça se fait en ce moment, répartition entre le nord, les anglophones, le sud, le nord-ouest, et sous-entendu que le président lui-même est francophone. Absolument pas. Bon, ça, c'est des méthodes d'un temps passé. Je pense que dans la République à laquelle nous aspirons, peut-être nous sommes une nouvelle génération et peut-être trop rêveurs, mais voilà, c'est le rêve qui permet parfois d'entamer des projets. Nous allons faire des choix sur la base de la compétence. Si la compétence qu'il faut à ce moment-là pour gérer et diriger le gouvernement de M. Yodi, elle se trouve être anglophone, ou elle se trouve venir du Nord, ce n'est pas grave. Tant qu'elle est camerounaise et qu'elle est à capacité de porter le projet, la mission que lui aura confiée M. Yodi, alors on lui confiera cette mission-là. D'accord, je vous laisse poursuivre donc. Voilà, donc j'allais dire, sur la question des économies et la fin du gaspillage, c'est très important. On a quand même un pays dans lequel on se retrouve avec 3, voire 4, si on ajoute le ministère de la Recherche, ministères qui sont dédiés à l'éducation nationale, à la formation des Camerounais. Je ne suis pas sûr que notre système éducatif a vu ses performances se multiplier par 3 sur cette période-là. C'est quand même les 4 ministères ensemble, je crois qu'ils représentent près de 1000 milliards dans le budget de 2025. Je crois qu'il y a des ajustements qui peuvent être faits. Sur le seul nombre des ministres que j'ai cités tout à l'heure, M. Momos nous disait dans sa intervention que, bon, en tant que ministre délégué, il était payé, je crois, 900 000 francs, à peu près 1 million. Et là, c'est 10 millions qu'on lui donnait de fonds souverains. Donc, ça revient à peu près à... Frais d'intendance. Voilà, 3 millions à peu près et demi par mois. C'était 10 millions, c'était sur un trimestre. Donc, si on dit, voilà, on estime à 5 millions de traitements mensuels d'un ministre, remultiplier ça par 12 et par le nombre de membres du gouvernement, on est autour de 3,5 milliards pour entretenir tout ça. Je pense qu'en ramenant le gouvernement à 20 membres, on fait quand même quelques économies de 2 milliards, c'est-à-dire le budget de tout le Conseil économique et social. Une institution d'ailleurs qui n'aura pas peut-être besoin d'exister parce que M. Yodi aura été élu président. Voilà, donc la fin du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça c'est la priorité la plus importante parce qu'on ne peut pas continuer d'avoir des Camerounais qui tuent d'autres Camerounais et la guerre civile, il n'y a rien de pire. Et ensuite, la fin, bien sûr, du gaspillage de l'argent public qui commence par un véritable audit parce que même les députés, je ne suis pas sûr qu'ils sont capables de mettre leurs mains à couper sur les chiffres qui leur sont donnés pour voter le budget, puisque le gouvernement leur donne généralement 2 semaines pour étudier tous ces documents-là. Voilà. Merci Benjamin. Patrick Faux, bonsoir. Bonsoir, député Tongo, bonsoir au panel et bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce mardi soir. Vous ne nous avez pas habitués à un tel retard. Malheureusement, partir de l'OCPOM pour Aqua est assez ardu en ce moment. Quand vous m'avez d'ailleurs appelé, je suis tombé sur un bouchon immense qui est dû au fait qu'il y a des Camerounais qui ont occupé une partie de la voie publique quelque part là. Donc c'est gigantesque embouteillage pour vous, ce sera le reflet d'une politique?
Écoutez, c'est surtout très souvent le comportement incivique des Camerounais. Les embouteillages, il y en a partout, mais quand vous avez l'incivisme qui rencontre l'incivisme, ce qui se passe, c'est qu'il y a une multiplication des externalités négatives et c'est tout le monde qui paie. Parce que vous savez, souvent, les situations qui arrivent, c'est que vous avez un individu qui veut passer et un autre qui veut également passer. Et chacun considère qu'il doit passer en premier. Et quand on se retrouve bloqué là, on n'est pas seulement deux à se retrouver empêchés de circuler, parce que tous ceux qui sont dans la file, d'un côté et de l'autre, vont devoir attendre qu'un agent de police puisse arriver pour décanter la situation. Ça peut vous prendre 2-3 heures. Mais si vous aviez été civique pendant 30 secondes, les 2-3 heures de bouchon là n'auraient pas Si on avait existé. des routes qui correspondent à la quantité en termes de véhicules du parc automobile urbain, on aurait pu éviter cela aussi. Bon, écoutez, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire la question de la mobilité urbaine, c'est un vrai sujet dans nos deux métropoles, c'est-à-dire Yaoundé et Douala. Il faut qu'on s'interroge sur le fait que tout le monde considère aujourd'hui qu'il doit avoir son propre véhicule. Il faut que la municipalité développe davantage des moyens de transport en commun. C'est d'ailleurs le sens du BRT dont le chantier va être incessamment lancé. Et je pense qu'avec ce type de projet et avec les projets de valorisation de la navigation sur l'Ouvry, ça pourrait permettre de résorber au moins partiellement les questions de mobilité dans la ville de Douala. Alors, je vais vous prendre en entrée, loin des questions qui sont déjà dans le débat. Je voudrais revenir avec vous pour faire le bilan de la sortie du ministre des Finances, lui, Paul Motazi, on l'a vu à l'extrême nord, un bilan économique qui c'est sur le lancement officiel des centres de négoce qui concerne évidemment la douane camerounaise, mais aussi ce bilan politique en termes de mobilisation du RDPC. On l'aurait dit en pré-campagne. De ce côté, lui, Paul Motazi était accompagné par un certain nombre de membres du gouvernement. Vous nous en direz un mot? Non, mais écoutez, M. Dipita Tongo, je pense que les centres de négoce qui... En tout cas, la convention entre la Direction générale des douanes et les municipalités pour l'implantation des centres de négoce dans les 4 communes frontalières, parce que ce sont des communes que nous avons entre le Tchad et le Nigeria. Ce sont des conventions qui sont les bienvenues parce que le Nigeria, par exemple, c'est notre premier partenaire économique. Et malheureusement, l'essentiel des flux commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria sont des flux informels. Donc, il y a beaucoup d'argent qui circule, mais l'État n'a pas la maîtrise de cet argent. Les taxes qui doivent être perçues ne le sont pas. Or, en installant ces centres de négoce-là, effectivement, on donne la possibilité aux citoyens qui veulent sortir leurs activités commerciales du secteur informel de le faire à travers ces points-là qui vont être des points de passage entre les marchandises dans un sens ou dans l'autre. Et pour connaître un peu ces zones-là et d'autres, je dirais que les chiffres qui ont été avancés, on peut se projeter en étant optimiste en se disant que sur les 600, parce qu'il y a à peu près 600 millions qui étaient attendus pour cette année dans ces zones-là, dans quelques années, on va avoir des chiffres plus intéressants. Et autre élément avant d'en arriver au versant politique, ces centres de négoce, c'est quand même un partenariat public-public. C'est quelque chose d'assez rare. Nous connaissons surtout les partenariats publics-privés. Là, on a un partenariat entre les collectivités locales et une administration centrale. Et vous savez, la bonne nouvelle pour ces mairies-là, c'est que 40% des droits de douane qui vont être prélevés dans ces centres-là vont rester dans les caisses de ces municipalités. Donc moi, je crois que pour beaucoup de municipalités qui sont dans les zones frontières, l'idée de l'implantation de ces centres de négoce là est une idée qui va proliférer dans les années à venir. Maintenant, pour ce qui est de le volet politique, pour ce qui est de l'aspect politique, écoutez, il ne vous a pas échappé que tout le monde pratiquement toutes les formations politiques sont pratiquement en pré-campagne et que ici et là, effectivement,
à l'occasion d'un déplacement, ainsi de suite, les militants se mobilisent plus ou moins spontanément pour rappeler qu'ils continuent à soutenir leur champion. Je crois que c'est ce qui s'est passé dans la ville de Maroua lorsque les ministres sont arrivés. Les camarades du Djamari se sont spontanément mobilisés pour bien faire comprendre à un certain... En réponse ? Non, en réponse, non. Pour simplement indiquer qu'il reste attaché au chef de l'État et aux idéaux dont il est le porteur. C'est ce qui a donné l'extraordinaire mobilisation que vous avez vue. Merci Patrick Fouet de votre présence. Cette amitié que vous nous renouvelez sans cesse à notre antenne à travers évidemment vos analyses. On va poursuivre donc l'émission avec cette fois-là le deuxième volet de la question de ce soir. On va parler de la gouvernance et des institutions. Faut-il réformer? On commence par celui-là, le système électoral camerounais. Avant, peut-être, on va commencer à prendre attache ou contact avec... alors, Eric Ngando, le dispositif, s'il vous plaît, avec Zépierre, pour avoir Ben Modo. Si on peut avoir un micro supplémentaire ici sur la table, j'avais dit avant qu'on aura certainement cet appel. Donc, pour avoir Ben Modo, on l'aura dans 3 minutes. Ce sera bien. Alors, on va donc aborder le volet, j'ai failli dire, économique du débat de ce soir avec Alex Nguépi, gouvernance et institutions. Faut-il réformer le système électoral camerounais? Oui, il faut le réformer, ce système-là, parce que nous sommes clairs dessus. Déjà depuis 2018, après l'élection présidentielle, nous avons assisté le SDF et d'autres partis politiques dites de l'opposition. Nous avons assisté une plateforme. Dans des plateformes, il fallait réformer le système électoral. D'ailleurs, même l'ECAM, dans l'une de ses résolutions, a demandé que ce système puisse être réformé. Pourquoi est-ce qu'il faut réformer le système éducatif? Pour des raisons très simples. On ne peut pas estimer qu'un Camerounais à 18 ans puisse être engagé dans l'armée camerounaise, puisse être envoyé au nord-ouest, au sud-ouest dans ce conflit, aller du côté du nord, Boko Haram, mais ne puisse pas voter. C'est une incongruité. Déjà, à partir du moment où, dès l'âge de 18 ans, le Camerounais peut servir son pays en prenant les armes, en se battant pour la République, et qu'on interdit à ce Camerounais-là de pouvoir voter, qu'on l'impose de voter à partir de 20 ans, alors qu'à 18 ans, il peut servir l'État du Cameroun. Donc nous estimons que c'est une injustice d'ailleurs qu'il faut rapidement rétablir. Pourquoi est-ce qu'il faut réformer le système électoral? Parce qu'en fait, dans ce qui se passe aujourd'hui, les candidatures indépendantes ne sont pas vraiment prises en compte. C'est-à-dire on exige à ceux qui veulent être candidats indépendants d'avoir 300 signatures, dont 30 par région, avec des personnes bien identifiées qui peuvent accorder cela. Alors qu'un parti politique qui a un seul élu peut candidater. Donc nous estimons qu'il faut donner une chance aux corporations, les journalistes par exemple, qui sont des hommes qui peuvent bien aussi prétendre gouverner la cité, aux corporations Bayam Salam, qui sont en contact avec qui sont là, qui sont dans les marchés, qui subissent souvent les rafles des politiques locales, de pouvoir être actrices pas au développement, mais à la gouvernance directe à travers les mairies. Donc, il faudrait réformer ça, donner une chance. Il faut le réformer parce qu'en fait, vous avez le système électoral aussi concernant le mode électoral pour l'élection présidentielle. Nous estimons qu'il faut aller à 2 tours. Il faut un bulletin unique. Ce sont des choses hyper importantes qu'il faut faire. Les réformes de l'ECAM, il faudrait que les résultats ne soient plus seulement dits au niveau du Conseil constitutionnel, parce qu'il faudrait aussi qu'avant que le Conseil constitutionnel puisse proclamer les résultats, qu'au niveau des antélécams, que les candidats, ceux qui sont en course, puissent déjà avoir les résultats et puissent contester avant les campagnes. Parce que quand vous allez au niveau des élections législatives, quand vous allez au niveau du Conseil constitutionnel, d'habitude, on vous demande de se fournir un élément, et cet élément-là ne peut être fourni que lorsque vous avez donné le résultat. Et ça fasse que ceux qui veulent être députés se trouvent souvent butés, parce qu'il y a un vide juridique. Il faudrait le réformer parce qu'il faudrait que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer clairement sur des saisines qui sont face au endroit. Vous avez vu le cas des candidats
d'autres partis politiques qui ont été écartés. Nous, SDF, nous estimons que c'est malheureux de voir des grands hommes politiques comme ça, dont je vais éviter de citer les noms, qui n'ont pas pu être candidats. Donc on estime que le système électoral devrait permettre à ce que les Camerounais soient ceux-là qui, en dernier recours, décident de donner leur voix à X ou Y. Et non que le système empêche aux Camerounais de choisir à qui donner leur voix. Oui, M. Tongo, il est de bonne guerre qu'on puisse changer et avoir des velléités de changement, en ce sens qu'au niveau du système électoral au Cameroun, il y a encore ce que j'aurais appelé des lenteurs. Pourquoi des lenteurs? Lors de la tripartite où le peuple uni pour la rénovation sociale a assisté et a apporté de l'eau à ce moulin, il était question de revoir ce système électoral en apportant ce qu'on aurait appelé les velléités de changement, qui sont certes un système électoral à deux tours, pour pouvoir permettre, comme dans toutes les démocraties africaines aujourd'hui, que les uns des autres puissent faire des tractations pour voir dans une direction autre. Maintenant, il est de bon ton que pendant la tripartite, nos différentes formations politiques ont parlé de revoir l'âge électoral pratiquement à 18 ans. Pourquoi? Pour donner une notion aussi facile et quantitative aux Camerounais et aux jeunes de s'investir en politique. Mais là où ça n'a pas été fait, c'est sauf que lorsque cette majorité obèse est encore à l'Assemblée nationale, ce n'est que les propositions et les projets de loi de ce dernier qui est maître mot à l'Assemblée nationale qui peut prendre à bras le corps et décider de ce changement. Sinon, c'est pourquoi il est important pour toutes les formations politiques de faire de telle en sorte que ce ne soit plus pareil et que toutes les formations politiques puissent avoir au sein de leur unité de formation des velléités de changement en apportant ce qu'on aurait appelé une classe de formation politique pour que les électeurs puissent aller massivement aux urnes et que cela puisse changer. Merci à vous. On va poursuivre avec Benjamin sur cette question-là, la gouvernance. Faut-il réformer le système électoral? Bien évidemment, je pense que d'ailleurs on peut se retrouver sur plusieurs propositions de réforme puisque les partis de l'opposition ont travaillé depuis longtemps à faire ces propositions-là. Il y a eu un document qui a été remis, un rapport qui a été remis au président, qui a dû être remis puisqu'il n'avait visiblement pas reçu la première remise. Mais je crois qu'on peut tomber tous d'accord sur le fait qu'effectivement on ne comprenait pas pourquoi un jeune est capable d'aller s'engager dans l'armée à 18 ans et défendre son pays, mais pas de donner sa voix pour choisir qui dirigera le pays. Il y a la question par contre aussi de la création des cartes électorales. On voit très bien les difficultés et tout ce que ça crée comme stress, si on peut dire ça comme ça, chaque fois on se rapproche d'une année électorale. Je pense on peut simplement simplifier les choses pour revenir à une conception de la carte électorale automatiquement à la création d'une carte nationale d'identité. C'est la seule chose qu'on vous demande quand vous arrivez chez l'ELECAM pour vous enregistrer sur la liste électorale, dont l'inscription doit être automatique lorsque vous créez votre CNI, puisqu'on a vérifié à ce moment-là votre nationalité et votre lieu de résidence dans l'antenne, l'arrondissement où vous êtes enregistré. Avec ces réformes-là, je rajouterais celle quand même des institutions qui organisent. Je crois que le Cameroun n'a pas toujours eu des élections organisées par l'ELECAM et on devrait aspirer normalement, si notre démocratie revenait à un fonctionnement plus transparent, à ce que ces élections ne soient plus gérées par un organisme spécifique, mais plutôt par l'État et les collectivités territoriales. On devrait pouvoir rêver d'un Cameroun où c'est votre mairie qui vous remet votre carte nationale d'identité et votre carte du coup d'électeur. Pas besoin de mettre dans ce système-là un ELECAM, surtout quand ceux qui doivent diriger cet ELECAM ont eu une appartenance connue, en tout cas au moins eu dans le passé, on ne sait pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, dans un parti, et il y aura toujours cette tentation de conflit d'intérêt ou d'impression d'un conflit d'intérêt pour ces personnes-là. Donc voilà, revenir à 18 ans pour l'âge du vote et puis faire automatiquement l'inscription sur la liste électorale quand vous avez votre CNI. Bonsoir Ben Modo. Bonsoir monsieur. Merci infiniment d'être avec nous en direct ce soir.
Vous êtes aux États-Unis, vous allez participer au débat. C'est vrai que vous le prenez en cours, mais je vais dire qu'en tant que citoyen désormais engagé, qui suit de près la vie politique de notre pays, on vous a convié à la réflexion de ce soir. Merci pour cette disponibilité. Merci de m'avoir. Question d'entrée, nous sommes, en fait, vous prenez le débat en cours, je l'ai dit, là on parle de la gouvernance et des institutions. Pour vous, le système électoral doit-il être changé? Si oui, quels en seraient les points de changement? Bon, mais il faut tout revoir. Le système électoral actuel est fait à l'image de M. Paul Biya. Donc, c'est un système qui est conçu et qui fonctionne pour l'intérêt spécifique d'un seul homme. Ça ne peut pas être un système qui survit à M. Biya. Donc, il ne fait pas de question pour moi qu'il est absolument nécessaire que dans quelques semaines, ce système soit changé. Patrick Rifoué, sur la question des institutions. Ben Modo, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Merci encore. Patrick Rifoué. Écoutez, Monsieur Dipita Tongo, le système camerounais est à l'image de notre démocratie, c'est-à-dire qu'il est perfectible. Et de ce point de vue-là, nous, RDPC, nous ne voyons pas d'objection majeure à ce que des réformes puissent être apportées à ce système. Je voudrais simplement rappeler à ceux qui nous écoutent en ce moment que le dispositif en charge de l'organisation des élections aujourd'hui n'est pas le même qu'en 1992, lorsque nous avons eu notre première élection après le retour du multipartisme. Nous sommes quand même partis d'un système où c'est le ministère de l'administration territoriale qui organisait les élections, à un système dans lequel on a une agence dédiée, et même que pour ce qui est de l'agence actuelle, c'est la troisième du genre, parce que nous avons eu ONEL 1, ensuite nous avons eu ONEL 2, aujourd'hui nous avons ELECAM. Donc effectivement le système est perfectible, et si on veut que notre démocratie continue à s'ancrer davantage, il faut entendre les uns et les autres pour ce qui est des réformes, ce qui ne signifie pas que c'est la porte ouverte à toutes les idées, même les plus farfelues. J'ai entendu... Vous mettez une barrière de censure dès l'entame, avant l'entame de la discussion? Non, mais écoutez, Monsieur Dipita Tongo, vous savez, on fait le procès aujourd'hui des institutions qui organisent les élections au Cameroun, au motif qu'au sein de ces institutions, il y a des membres qui auraient par le passé appartenu au RDPC au motif qu'ils auraient été nommés par le président de la République. Bon, en France, c'est le ministère de l'administration, le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Le ministre de l'Intérieur est très généralement, sauf en cas de cohabitation, nommé par le président. Je n'entends personne faire le procès au ministère de l'Intérieur en France d'organiser les élections, alors que c'est peut-être parce que tout à l'heure, on était unanime pour dire que le système tel qu'il est fait, il est quand même, on observe qu'il est perméable à la fraude. Donc, de ce point de vue, la comparaison avec la France est quand même tirée par les cheveux. Faites attention. Je dis, de ce point de vue encore, faites attention. Moi, j'étais encore en France quand il y a eu des fraudes massives au PS lorsque il y avait l'élection avec Ségolène Royal. Hein. Donc, ne nous faites pas croire que, c'est-à-dire que les systèmes... L'élection du pays. Permettez, je vais y arriver. Vous parlez de Ségolène Royal, c'était l'élection du PS. Gardez votre calme. Je n'ai fait que commencer. Ce n'est qu'une introduction. Ce n'est qu'une introduction. Vous finirez par comprendre. Okay. Ce n'est qu'une introduction. Vous finirez par comprendre. Et donc, il y avait des fraudes massives à ce moment. Ça représentait combien? On a bien vu. Permettez. Ça représentait combien? Permettez. Non, parce que quand on dit massif, il me semble qu'il y avait eu changement de... Je dis qu'il y avait des fraudes massives. Et on a aussi vu aux États-Unis une démocratie encore plus ancienne que celle de la France, que même pour l'élection du président, et d'ailleurs là-bas, c'est au moins la seconde fois, c'est-à-dire pour les élections toutes récentes, où il y a des contestations vives. Si les partisans de Trump, lorsqu'il a perdu après son premier mandat,
sont allés prendre le Capitole, c'est bien parce qu'ils ne reconnaissaient pas le verdict. Qu'ils ne reconnaissaient pas le verdict des urnes. Donc, je dis, il faut faire attention, il faut rester prudent. Moi, nous sommes d'accord au RDPC. Il faut changer nous le sommes système. d'accord. Pour améliorer les questions de changement, j'ai compris. Pour nous, c'est un gros... Rodolphe il faut continuer à parfaire le système, mais ce n'est pas la porte ouverte aux idées, même les plus farfelues. Dernière chose, je précise que le Code civil camerounais permet aux jeunes dames de se marier à partir de 16 ans. Je n'ai pas le sentiment que, comme le Code civil en dispose, on va permettre aux jeunes dames qui peuvent se marier à partir de 16 ans de pouvoir voter à partir de ce moment-là. Donc, il faut faire attention. C'est vrai qu'il faut remettre au feu un certain nombre de sujets, il faut en discuter, mais ceux qui viennent avec des idées bien arrêtées, parce que ça se passe comme ça là-bas, il faut faire la même chose ici. Moi, je dis non, Rodolphe, restons prudents. quelle place pour l'alternance démocratique? Il faut les perfectionner, il faut les améliorer, mais et l'indépendance des institutions. Le peuple uni pour la rénovation sociale parle d'une rupture, pas d'une alternance. Il faudrait qu'il y ait un autre paradigme au niveau du sommet de l'État. Les deux premiers présidents de la République ont été dans le système ojolagioniste. L'un a légué à l'autre. Et on n'est pas sûr que celui-ci tendra la perche à quelqu'un. Il faut à tout prix qu'il soit battu aux élections de la façon la plus démocratique. Donc c'est pourquoi quand on parle d'alternance, au plus nous ne parlons pas d'alternance, nous parlons de rupture. La rupture c'est que on va entrer dans ce qu'on aurait appelé une souveraineté politique, qui ne sera plus une politique avec une dictée venue du corps d'RC, avec une dictée venue du Conseil des Nations, mais non, ancrée dans les us et coutumes du Cameroun. C'est une démocratie qui va se faire avec ce qu'on aurait appelé la rupture la plus humble que possible. Cette rupture humble, c'est quoi? C'est de prendre le pouls de la population, parce que la population camerounaise a besoin d'un changement à la tête de son État, a besoin de savoir qu'il y a une représentativité identitaire qui se confère à ce qui se voit. Il faut ce qu'on appelle un miroir à cette jeunesse. Lorsque vous entendez Kololon, Sobom, Dakar, Bonaloka, Kassala Femme, Siméon Yaoundé, j'en passe, Messassi et Foulan Nyom, vous vous rendez compte que le discours est unanime au Cameroun. Quand vous prenez Yeloa, Pum Pum de Dakar, Kofoulbéré, tout le monde a besoin de revoir ce qu'on a vu ce mois de novembre 82 au Cameroun. Un jeune président de 49 ans qui avait pris les rênes. Aujourd'hui, les Camerounais aspirent à voir celui-là qu'on peut rencontrer dans une boulangerie de la place, dans une épicerie. Celui-là qui peut aller au marché, faire des courses, piétiner la boue. Il y a une certaine classe politique qu'on ne retrouve plus au Cameroun, en train de vivre le Cameroun selon la température nationale. C'est pourquoi on ne parle pas d'alternance, on parle de rupture. Et au peuple uni, la révélation sociale, la rupture va se faire avec Serge Espoir Matomba. Ce soir, là, lorsque les 4 millions d'électeurs feront confiance à Serge Espoir Matomba. Benjamin, sur l'alternance démocratique et l'indépendance des institutions. Oui, bien évidemment, je ne pourrais pas manquer de venir quand même compléter, parce que bon, nous sommes ici aussi quand même pour éclairer les Camerounais, et ce serait dommage que si on pose une question à un élève demain qui dise qu'il y a eu des fraudes massives dans l'élection présidentielle française de 2007, je crois que c'est celle à laquelle il faisait référence. Non, ce n'était pas une élection présidentielle. Ah, merci, j'ai posé la question, je n'ai pas eu la réponse tout à l'heure. Donc on parlait bien de l'élection au sein d'un parti politique, Parti socialiste, où il y avait eu des contestations, effectivement, et qui a quand même permis la victoire. La victoire de Ségolène Royal, qui a pu se présenter à l'élection présidentielle cette fois-ci contre Nicolas Sarkozy, et élection qu'elle a perdue, mais qu'elle a reconnue tout de suite au soir du deuxième tour. Donc, une fois que cette clarification est faite, je reviens sur le contexte camerounais pour dire que l'alternance est saine. L'alternance est saine, pourquoi? Parce qu'elle permet, dans n'importe quel système, lorsque vous changez effectivement les personnes, les compétences, vous donnez un nouveau souffle. Dans le cas, par exemple, d'un conflit comme celui que nous avons depuis plus de 8 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, imaginez un seul instant qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases de discussion avec nos frères avec qui ce conflit dure depuis longtemps, simplement parce qu'on a changé les personnes. On a changé les personnes qui sont aux commandes, on a changé les personnes qui gèrent le pays. Ça donne une fenêtre d'opportunité pour pouvoir aborder des choses différemment. Parce que, bien évidemment, la résolution de conflits, ce n'est pas simplement de la magie, ou ce n'est pas quelque chose qui apparaît ou qui est dédié simplement au reste du monde. Non, ça se fait dans toutes les sociétés depuis que le monde est monde, depuis que les sociétés sont organisées d'ailleurs. Et donc, il y a des techniques qui sont mises en œuvre dans la négociation. Ça fait appel à des techniques de communication, la prise en compte des humains et des uns et des autres. Donc, avoir des hommes nouveaux dans ce champ-là
ça permet peut-être de se projeter autrement. Sur le champ économique, c'est également possible. On a vu des pays être un peu en sommeil et l'arrivée d'un nouveau dirigeant permettait quelque part, ne serait-ce parce que les investisseurs se disent tiens, c'est un nouveau souffle, nouveau leadership, avec une vision de la société différente. On peut envisager de nouvelles négociations, investissements, etc. Donc, l'alternance, c'est quelque chose qui est sain. Il n'y a aucun système au monde qui peut espérer, même si on est dans ce système, les gens les plus intelligents au monde, un de nos ministres comparait notre président, je crois, à Moïse, même si on peut avoir un président qui est descendant de Moïse ou de je ne sais pas quel autre être supérieur, à un moment donné, il faut changer les personnes qui sont aux commandes parce qu'on s'autorise et premièrement, on dit aux Camerounais que le Cameroun n'a pas besoin d'une seule personne. Nul n'est irremplaçable dans ce Cameroun. Nous sommes une société, nous sommes une république en plus. On a fait ce choix, on n'a jamais cédé sur ce choix-là. Nous, une république, c'est-à-dire la chose de la population, la chose de bien commun. On n'est pas dans une monarchie. Et donc, nul n'est indispensable à ce pays. Et faire cette alternance permettra effectivement, comme je l'ai dit, de proposer de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir la société. Et même si on a demain des erreurs, des choix qui nous ont... ça fait partie de la vie de la société. Et elle pourra justement, parce qu'elle a intégré dans ce mécanisme l'alternance, corriger ce qui a besoin d'être corrigé et passer à autre chose. Donc l'alternance, c'est ça. Ben Modo, vous êtes clairement exprimé tout récemment sur la question de l'alternance démocratique. Vous avez fait plus loin, vous avez poussé le bouchon plus loin en exprimant votre choix déterminant. Alors, quelle place pour vous aujourd'hui pour l'alternance démocratique et l'indépendance surtout des institutions? Lorsque la tête est prise, il n'est pas possible d'espérer quelque chose d'autre. Le Cameroun est dans une situation actuellement où ça ne va pas, tout est pourri. Il est absolument nécessaire qu'il y ait changement. Et là, ce n'est pas une histoire d'ethnie, comme certains veulent le faire croire. Ce n'est pas une question de parti, comme d'autres veulent le faire croire. Quand un individu, qui qu'il soit, peut passer 43 ans à la tête d'un pays et a l'audace de demander 7 autres années, il faut sortir d'ailleurs pour que ce soit même un débat. Ben, il soumet sa volonté. Il soumet son désir à la volonté du peuple. Vous voulez. Non, il n'y a pas de volonté du peuple, vous et moi. Nous le savons. Il n'y a pas il ne soumet rien à personne. Je vous ai dit tout à l'heure que le système Biya est à l'image de l'homme Biya. Quand on parle d'institutions, on parle de quelle institution? Les institutions qui sont faites à l'image de M. Biya. Vous êtes dans un système où un homme contrôle tout. Que ce soit l'armée, le gouvernement, toute institution, Assemblée nationale, Parlement, Conseil constitutionnel. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi l'affaire? Et le 12 octobre, c'est donc l'occasion de changer tout cela. Bon, le 12 octobre, quelque chose va changer. Ça, il faut pas se tromper là-dessus. C'est un changement de paradigme énorme qui va arriver. Et il faut que les Camerounais s'habituent à ça. Donc, ceux qui pensent, d'ailleurs, j'ai vu hier que certains avaient même osé, quelle audace, d'appeler des élections pour le 30 octobre. Bon, ces élections n'auront simplement pas lieu. Mais c'est constitutionnel, pourquoi elles n'auront pas lieu? Elles n'auront pas lieu parce que le nouveau président va organiser ces choses d'une meilleure manière. Donc, ceux qui vont s'embrouiller à vouloir être déconcentrés, bon, ils auront perdu du temps et de l'argent. Vous êtes dans le secret des urnes. La réalité est que M. Biya, son temps est arrivé. C'était bon, comme on dit. Il est du passé. Et cela va se réaliser le 12 octobre 2025. Encore faudrait-il convaincre les 8 millions d'électeurs? Bon,
je pense pas qu'il y a une seule personne au Cameroun qui pense sérieusement que le peuple camerounais peut, dans sa majorité, élire M. Biya. Même pas Patrick Refouet sur ce plateau. Un seul. Bon, écoutez, il y a ce qu'on peut dire lorsqu'on est sur un plateau, il y a ce qu'on pense réellement. Et je dis qu'il n'y a aucun Camerounais sérieux qui est normalement constitué, qui pense du fond de son cœur qu'une élection libre et démocratique donnerait M. Biya président. C'est une impossibilité. Et donc nous parlons de cela parce que nous l'avons constaté, comme tout le monde, et nous disons simplement que cette fois sera différent. Parce que ça ne va plus se passer comme ça s'est passé avant, où on truque l'élection et on vient faire un simulacre de dépouillement ou alors de proclamation en sachant que le candidat a déjà été désigné. Donc, c'est la grosse chose qui va changer cette fois. Et c'est pour ça que nous disons aux Camerounais, vraiment, il ne faut pas vous embrouiller. Il ne faut pas qu'on vous casse la tête avec des histoires qui ne sont pas importantes. Donc, mais de ce point de vue, ça voudrait sous-entendre pour vous qu'en l'état, les institutions actuelles qui sont chargées d'organiser, surtout de proclamer les résultats du 12 octobre prochain, proclameront des résultats, selon vous, une défaite du président sortant. Donc, on peut sous-entendre que vous parlez de l'indépendance de ces institutions-là. Bon, on sait que ces institutions ne sont pas indépendantes. C'est très clair. Le Conseil constitutionnel qui chapeaute le système électoral, ce Conseil institutionnel est une extension du RDPC. C'est-à-dire que vous avez un président du Conseil constitutionnel qui est le frère de M. Grégoire Orona, secrétaire général adjoint du RDPC. Quand je dis frère, il vient du même village. Non, mais ça n'a rien à voir, mais je veux dire que... Dans le même temps. Vous avez certainement... Laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Je vous laisse avancer. Dans le même temps, M. Clément Atangana est le mari d'une femme... Alors, j'aurais du mal à vous laisser avancer. Ben Modo, j'aurais du mal à vous laisser avancer sur des arguments, excusez-moi, un peu subjectifs, parce que frère... Comment ils sont subjectifs, M. Dibita? Frère ne n'implique pas forcément... Vous n'avez pas les frères qui sont du RDPC? Commençons par le commencement, M. Dibita. Est-ce que la femme de... N'avez-vous pas des frères, Ben, n'avez-vous pas des frères qui sont dans le RDPC? Bon, restons, moi je ne suis pas dans une position où je suis juge. Donc vous voyez bien que ça n'enlève pas votre adversité au RDPC, non, donc le fait de... Ça enlève, si vous êtes juge et moi je dois juger mon frère, d'accord, la logique veut que je me récuse. Je ne sais pas l'expression en français, mais vous ne pouvez pas croire à un tribunal où je serai la personne qui jugerait mon fils. Il faut être logique. Et c'est ça le problème du Cameroun. C'est qu'on veut faire croire au peuple camerounais et à l'opinion internationale que quelqu'un dont le frère est le leader, l'adjoint au leader du RDPC, et dont la femme est députée depuis 30 ans du RDPC, on veut faire croire aux gens... Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi simpliste quand on sait que... Permettez-moi de poursuivre la question. Quand on sait par exemple que depuis 92, il n'y a pas forcément eu de lien de filiation entre, à l'époque, la Cour suprême, le premier président de la Cour suprême et le vainqueur des élections. On sait par exemple que pour des élections, pour des élections locales, l'opposition peut se vanter d'avoir un certain nombre d'élus, conseillers municipaux, députés, autres. C'est pour ça que je dis, j'ai le sentiment que le couloir du lien de fraternité est un couloir un peu étroit, non? Bon, on peut penser qu'il est étroit, mais il est là. Il est silencieux, mais il crie très fort. La réalité est, à la fin de la journée, que celui qui va déclarer, celui que le monde entier va écouter ce jour-là, et qui va déclarer le vainqueur de l'élection,
est le frère d'un leader de parti en course, numéro 1, et en plus de ça, il est le mari. Donc son épouse est députée prominente du RDPC depuis 30 ans. Vous savez qu'à l'époque, j'emprunte un faux exemple de Patrick Efoué qui aime citer la France. Vous savez bien que le président de la Cour constitutionnelle à l'époque, Debré, était un frère, parent proche d'un certain vainqueur. Médecin d'ailleurs. Lorsque vous avez pris des garanties de clarté, d'accord, il y a des choses avec lesquelles on peut faire. Vous voyez un peu. Le problème, c'est qu'il y a une clochardisation de la classe politique au Cameroun, de la classe administrative au Cameroun, qui fait que le décret du chef de l'État peut faire ou défaire quelqu'un. Les images sont là à la télévision d'un Clément Atangana ne revenant pas d'être le président du Conseil constitutionnel. Étant tellement content, c'est à peine s'il n'a pas eu un malaise. Vous comprenez un peu, ces images sont en ligne. Donc, quand vous avez quelqu'un aussi reconnaissant à M. Biya, qui, en plus de cela, travaille avec son frère du village, travaille avec sa femme. Alors merci sur cette question. La réalité, c'est que lorsqu'on regarde cette élection, nous, on sait qu'est-ce que le Conseil constitutionnel va faire. Maintenant, l'équation, c'est comment on contourne cela. D'accord. Le niveau de réflexion est à ce niveau, pas parce que, on pense que quelque chose de bien ou de juste ou de logique sortirait du Conseil constitutionnel. Patrick Efoué, sur la même question, quelle place pour l'alternance démocratique et l'indépendance des institutions? Bon, je suis un peu embêté par les arguments que j'ai entendus M. Ben Moudi développer. Je pourrais utiliser des arguments de même nature à son endroit, mais je ne le ferai pas. Je voudrais simplement rappeler à ceux qui nous écoutent que ce monsieur, quand il gagnait de nombreux marchés de l'État du Cameroun, ne tenait pas ce discours. Mais depuis qu'on lui a retiré 2 ou 3 positions, il est subitement... Vous pourrez intervenir à tout moment à Ben, si vous avez des réactions. Il est subitement devenu critique et adepte du changement. Mais passons, on a le droit de changer. Mais j'aimerais que les Camerounais soient constants. C'est de ça qu'on a besoin. Moi, je respecte les opposants. Je respecte les opposants qui sont opposants depuis 15, 20 ans. Je n'ai pas de considération pour ceux qui, après avoir été à la soupe, quand on leur ferme la porte au nez, retrouvent un semblant de lucidité. Non, la politique camerounaise a besoin de plus de hauteur que cela. Je voudrais simplement indiquer que, relativement à la question que vous posez, premièrement, il faut se souvenir que le procès qui est fait à un certain nombre d'institutions est souvent un procès que je considérais comme un procès en sorcellerie. Parce que personne ne vous dit, voici des faits qui traduisent la collusion, voici des faits qui traduisent un parti pris. On a parlé tout à l'heure de M. Clément Atangana. Mais quand le SDF obtenait l'annulation d'un certain nombre de scrutins locaux dans ce pays, c'est M. Clément Atangana qui était président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Mais personne ne s'en souvient, personne ne souhaite s'en souvenir, parce que malheureusement en matière de contentieux électoral, M. Clément Atangana est quelqu'un qui a de la bouteille, parce qu'il est à la Cour suprême depuis fort longtemps, et avant d'être président de la Chambre administrative, il était conseiller. Donc dans beaucoup de... Si vous cherchez la jurisprudence sur les élections au Cameroun, vous verrez toujours le nom de Clément Atangana quelque part. C'est quelqu'un qui a de la bouteille. Moi, je voudrais qu'on juge les gens sur ce qu'ils font,
pas sur des présomptions, pas qu'on leur fasse des procès en sorcellerie. Maintenant, il est interdit, on vient de nous interdire d'être du même village. C'est-à-dire que si demain on entend que le docteur Niamsi et moi sommes du même village, on va dire que ce n'est pas un opposant. C'est un faux opposant parce que comme il est du même village que moi, il ne peut être que du RDPC. C'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est-à-dire que dans la même famille, on ne peut pas avoir des positions divergentes. Mais on va où avec cette façon de concevoir la politique? Non, ayons de la hauteur. Les gens ont le droit, même au sein des mêmes familles. Et d'ailleurs, dans toutes nos familles, quelles sont les familles dans lesquelles tout le monde voit les choses de la même façon? Ça n'existe pas. Il y a toujours des différences. Il y a des conceptions différentes. Tout le monde n'a pas le même type d'ambition. Donc, il faut cesser avec ce type de procès qui ne nous honore pas. La politique camerounaise n'a pas besoin de s'abaisser à ces bassesses-là. Pour le fond. Oui, avant le fond, peut-être. Oui, Ben? Après l'intervention du monsieur... Patrick Refoué, du RDPC. Et jusqu'au moment où nous parlons, ma société est toujours adjudicataire des marchés des Garois, à moins que ça a été enlevé à notre insu. Mais il n'y a absolument rien dont nous sommes au courant qui montre que ces marchés nous ont été enlevés. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2. Jusqu'à il y a environ 3 mois, si moi, j'avais voulu jouer le jeu, personne n'aurait bénéficié dans cette République mieux que moi. Donc, en décidant de ne pas jouer le jeu, en disant au ministre d'État, secrétaire général, qu'il n'est pas bon de tromper le peuple, c'est à lui que je l'ai dit. C'est pas à quelqu'un d'autre, c'est à lui. Et je lui ai dit très clairement que s'il continue sur cette voie, moi j'allais me désolidariser. Donc, je voudrais que l'opinion sache qu'au moment où je décide de me désolidariser, j'ai zéro problème avec le MINUSTAH et j'ai zéro problème avec l'État du Cameroun. S'il y en a qui pensent que pour que vous disiez votre position, il faut qu'on vous enlève quelque chose, il y en a d'autres qui pensent que c'est simplement un problème de morale. D'accord. C'est un problème de bonne foi. Non, mais... Sur le fond, on va sur le fond maintenant. Oui. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2. Lorsqu'on dit qu'on interdit aux gens d'être frères, il n'y a personne qui interdit aux gens d'être frères. Vous pouvez être frères. Simplement, ne soyez pas, ne demandez pas au peuple camerounais d'être jugé par le frère de leur adversaire. Alors, une fois que, même si vous avez là les personnes les plus moralement grandes du monde, il y a tout au moins ce qu'on appelle l'apparence du mal. Ce n'est pas logique que vous ayez un adversaire et que la personne qui doit décider de l'issue de ce combat soit le frère ou le mari de votre adversaire. Vraiment, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais nous disons que le temps où les Camerounais étaient bêtes, ce temps est terminé. C'est compris. Le 12 octobre, évidemment, on prendra note de qui le peuple aura élu et ce qui doit se faire se fera. Patrick Refoué, sur le fond de la question. Oui, avant d'en arriver sur le fond, une petite incise, parce que rien ne sert d'insister là-dessus. Les Camerounais doivent avoir de la modestie. Vous êtes un homme d'affaires, vous n'êtes pas un leader d'opinion, personne ne vous connaît au Cameroun. En fait, vous ne représentez que vous-même. Pourquoi on vous demanderait de jouer le jeu? Jouer quel jeu? Puisque vous représentez qui? Non, mais vous ne représentez personne, vous ne représentez que votre petite personne. Il faut qu'on ait de la modestie. Vous n'êtes pas un leader politique, vous n'êtes pas un leader économique, même dans votre village, je ne suis même pas certain. Parce que M. Ben Modo, c'est quand même, il est de la même famille que Célestin Bédjigui. Je ne suis pas certain qu'il ait plus d'influence dans cette famille-là que son grand frère Célestin Bédjigui. Donc il ne représente personne. Pourquoi on lui demanderait de jouer le jeu? On demande de jouer le jeu à des gens qui représentent quelque chose.
qui ont, comme disait le psychanalyste Jung, qui viennent avec la queue du sourire. C'est-à-dire des gens qui traînent d'autres personnes. Mais ce monsieur ne représente personne en dehors de sa personne, mais il prétend qu'on lui a demandé de jouer le jeu. Alors que vous n'êtes pas capable de convaincre 2 personnes de voter pour vous. Non, soyons sérieux. Moi, je voudrais passer à autre chose. Le fond est plus intéressant. Vraiment, vous direz un mot et puis on en sort. Pour aller dans le fond. Donc, la réalité, gardons même les choses aussi simples que possible. J'ai au Cameroun un peu plus de 6000 employés. Je ne suis pas certain que vous qui parlez, vous en avez un. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plus de 6000 familles qui dépendent de la décision que je prendrai ou que je ne prendrai pas. Cela me fait donc quelqu'un de plus relevant que vous. Donc, même si ce n'était qu'au nom de ces 6000 familles, même si ce n'était qu'au nom, et en plus des 6000 familles, on peut ajouter un peu plus de 400 sociétés qui dépendent d'une de mes entreprises. Donc, ce que ça veut dire, monsieur, c'est que j'ai ce qu'on appelle en anglais skin in the game. C'est-à-dire que non seulement je parle d'une économie dont je suis un acteur majeur, que vous le vouliez ou pas, mais je parle également parce que je suis né au Cameroun. Donc l'argument qui veut que, bon, voilà, il doit se taire, il ne doit rien dire, monsieur, vous avez raté. D'accord, c'est compris. Vous l'avez fait par le passé. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Merci sur la question, Ben. On va au fond, Patrick. Mais, oui, on va au fond. Autrement, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre pour sortir de toutes les façons, ce ping-pong. Ce que je dis, c'est sans intérêt. C'est compris. C'est votre argument, c'est votre point de vue. Tout ça, c'est vraiment sans. D'accord. C'est vraiment vraiment sans intérêt. On ne vient pas sur les plateaux pour débattre des personnes. Patrick, sur le fond. C'était au départ. Sur le fond de la question. Oui, sur le fond. Au départ, c'était. Sur le fond de la question, allons-y sur le fond. Allons-y sur le fond. On est sorti, s'il vous plaît. Soyons plus sérieux que ça. Écoutez, monsieur Djipita Tongo, le président de la République se représente. Pour la 8e fois. Pour la 8e fois, et certains Camerounais peuvent considérer que ça fait un peu trop. Il y a d'ailleurs de nombreux Camerounais qui considèrent que ça fait un peu trop. Et c'est une interrogation, c'est une réserve qui, à mon sens, c'est une réserve légitime. Parce que la question de fond, c'est pourquoi faire. Mais vous savez, quand vous avez un chef de la statue du président de la République, vous avez de la prudence quand il va préparer sa sortie. D'accord. Et ce que ça signifie, c'est que vous devez tout faire pour être autour de lui. Vous savez, dans la Bible, je vais prendre rapidement ce raccourci, ensuite je vais en revenir à mon argument. Dans la Bible, permettez. Allez-y. Permettez, dans la Bible, quand le roi David avait pris de l'âge, il y avait beaucoup de courtisans autour de lui qui disaient « Oh, il faut que ce soit tel qui prenne le pouvoir, oh, il faut que ce soit tel qui prenne le pouvoir. » Et d'ailleurs, son fils aîné, conseillé par certains des conseillers du roi, avait pris sur lui d'initier un certain nombre de démarches. Et finalement, le roi a fini par indiquer que c'était quelqu'un d'autre. Le chef de l'État, il engage ce mandat pour mettre le pied à l'étrier des jeunes. D'accord. Donc, moi, j'ai envie de dire aux jeunes Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui, le mandat qui arrive là, c'est votre mandat. C'est votre mandat. Mais c'est votre mandat, permettez, mais c'est votre mandat avec le président Paul Biya, parce que le président Paul Biya va vous donner la part belle. C'est comme vous avez arraché un gros sourire aux autres panélistes. Non, ça c'est un riz jaune.
On en fait tous finalement alors. Pardon. Alex d'abord, Eric, tu vas m'excuser. Alex d'abord, et puis les autres, on passe à la question suivante. Je n'ai pas encore parlé des institutions en fait. Bon, dites un mot. Parce que j'ai sauté, vous avez sauté. Ah, tu as sauté, tu veux revenir? J'ai l'impression d'avoir été oublié. En fait, c'est le ping-pong qui a... Il faut reconnaître que les deux panélistes dès l'entame n'étaient pas avec nous. Donc ça leur donne le temps de rattraper un peu en termes de temps d'antenne. En fait, je vais dire, ce qu'on assistait là, vraiment, c'est terrible parce qu'il y a des fonds, il y a des questions de fond. Qu'on assiste toujours, quand tu es avec les femmes du RDPC, on a l'impression qu'ils s'approprient l'État du Cameroun. Et c'est vraiment désolant. Ils peuvent défendre le gouvernement, c'est une chose. Mais lorsqu'on parle de la justice, lorsqu'on parle du Conseil constitutionnel, et lorsqu'on donne les tares du Conseil constitutionnel, et qu'ils ont plus tendance à défendre cette institution-là, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment indépendance des trois pouvoirs au Cameroun? Pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. S'ils défendent le pouvoir législatif, on peut dire oui, ils ont une majorité obèse, c'est un sens. S'ils défendent le gouvernement, on peut dire oui, ils sont au pouvoir exécutif. Mais quel est leur intérêt de penser qu'ils sont plus patriotes? On a l'impression. Et de défendre ce que nous appelons l'indéfendable. Parce qu'il faut qu'on se le dise, ce que M. Ben Modo a dit tout à l'heure sur Ben Modo, il a tout à fait raison. J'ai suivi M. Rifouet venir nous parler de la France, pas des États-Unis, et j'ai été aberré. Parce qu'en fait, que ce soit en France ou bien aux États-Unis, nous n'avons pas les cas d'électeurs ne se retrouvent pas dans des domiciles privés. Les bureaux de vote ne se retrouvent pas dans des lieux privés. Il faut dire que le SDF a commis un communiqué dans lequel nous dénonçons 1153 bureaux de vote qui étaient installés dans des endroits inaccessibles, dans des endroits illégaux. Et je crois que l'ECAM, justement le DG de l'ECAM, a fait une sortie dessus. 1153 de bureaux de vote avec 500 électeurs par bureau de vote, ça représente à peu près 665 000 électeurs, qui pour nous est acquis au RDPC. Et je pense que lorsqu'on parle de ces choses-là et qu'on va parler donc des États-Unis, c'est un peu aberrant. Il faut aussi reconnaître que la question du fond, c'est sur l'indépendance des institutions judiciaires. On a l'impression que ce qu'un ministre en place va dire, le Conseil constitutionnel suit. Voilà ce que nous avons l'impression. Et c'est pour ça que M. Ben Modo ne fait qu'attirer l'attention. C'est-à-dire que lorsque un parti politique saisit le Conseil constitutionnel, la décision est déjà connue d'avance, c'est irrécevable. C'est pourquoi, pour parler des réformes institutionnelles, nous avons clairement dit au SDF, nous sommes pour le système fédéral. Nous pensons que les institutions telles qu'elles sont pensées actuellement ne sont pas bonnes. Il faudrait qu'on se dise qu'on mette sur pied des institutions plus crédibles, déjà avec l'application de l'article 66 de la Constitution, avec la révision de la loi de 1968 portant sur la nationalité camerounaise, le code de nationalité camerounaise, parce que ceci est très inquiétant, c'est inquiétant de voir M. Rifouet, président du RDPC, s'attaquer à un opérateur économique qui a plus de 6 000, qui crée plus de 6 000 emplois. Ah bon, vous en avez la preuve. Quel est le but Vous connaissez les entreprises qui emploient les 6 000 Camerounais là? Même s'il emploie 6 Camerounais, et je pense que le rôle d'un État, le rôle d'un gouvernement est de capter, est de permettre, est d'attirer des richesses. Donc, venir faire comprendre que ce monsieur ne présente rien, je dis que ce n'est pas une très bonne chose. D'accord, c'est compris sur la question. On parle à ce présent de l'unité nationale de la cohésion sociale, c'est le troisième grand thème de ce soir. Benjamin, comment lutter efficacement contre le tribalisme et renforcer l'unité nationale? Quelle est l'offre de Hiram Samuel Eyodi, que vous soutenez puisqu'il est candidat, sur ces deux problématiques? Alors, comme je l'ai dit en entame, un aspect de cette unité nationale passe déjà premièrement par les retrouvailles avec nos frères du Nord, l'ensemble de nos frères, parce que ce n'est pas tous heureusement qui sont impliqués dans ce conflit, l'ensemble de nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais vous posez un sujet qui est
revenu un peu dans l'actualité, là, celui du tribalisme, et qui fait toujours un peu mal à l'oreille pour des républicains comme nous. Qu'on en soit à l'heure où le monde a tellement d'enjeux et qu'on en soit encore réduit forcément les uns les autres à se recroqueviller dans nos villages respectifs. Je pense que la crise du Muntu, de notre regretté philosophe, tellement encore devrait être relue dans ces temps-ci. Il y a vraiment, pour moi, le tribalisme vient d'abord de l'ignorance. L'ignorance que on peut être Bamoun et avoir des liens avec les Tika, on peut être Bassa et avoir des liens avec les Bamileke, etc., etc. Que nous sommes d'abord et surtout un peuple avec plein de mélanges. Et si nous avons un temps été dominés par des étrangers qui nous ont affectés à des identités ethniques, je ne vois pas pourquoi on se contenterait de ces identités ethniques-là. Il n'y a pas de différence entre l'ethnie suédoise, l'ethnie danoise, qui sont beaucoup moins nombreux que l'ethnie Yoruba. Pourtant, les Yoruba sont une seule partie du Nigeria. Et voilà, on pouvait aspirer à être des pays aussi, ou des nations aussi importantes que ces deux premières que j'ai citées. Donc, c'est d'abord l'ignorance. Et Hiram Yodi, dans son programme, accorde un point important, comme je l'ai dit, à cette conférence nationale souveraine qui est prévue en 2026, qui devra permettre vraiment de discuter sans tabou, bien sûr, de la forme de l'État, mais ensuite de faire le chemin et faire d'accepter que nous sommes une république qui va fonctionner selon des règles républicaines, au sens de, ce n'est pas, comme vous avez, on parlait de la question du Premier ministre, ce n'est pas l'origine ou tel, qui a peut-être été un choix politique, parce que, je ne sais pas, M. Ahidjo, au moment où il mettait en place cette préférence régionale, suivie ensuite par son successeur, avait peut-être des arguments, ou sentait peut-être que c'était quelque chose qu'il fallait essayer, mais bon, 50 ans après, ou 60 ans sûrement même à M. Ahidjo, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Il faut simplement que la nouvelle génération de Camerounais, chaque Camerounais qui naît, premièrement, ait l'opportunité de rencontrer les autres. Je veux bien comprendre aussi que quelqu'un qui a passé peut-être les 25 ou 30 premières années de sa vie dans le même village, dans le même coin, n'a pas eu l'opportunité de se déplacer, peut-être qu'il ne connaît que ce que lui offre cet environnement direct. Avec la réorganisation du système éducatif que nous prévoyons, et notamment l'inversion du calendrier pour que les vacances scolaires soient plutôt en saison sèche et pas en saison pluvieuse, on aura l'opportunité d'organiser des déplacements, des activités qui permettent des échanges entre les enfants des différentes régions et qu'on grandisse comme ça a pu se faire parfois dans certains grands centres urbains. Je suis sûr que chacun de nous ici, s'il fait un petit récapitulatif de ce qu'ont été ces classes dans lesquelles il est passé, il y avait un vrai mélange, un vrai pool de Camerounais qui se retrouvaient et qui ne se considéraient pas comme de tel village ou tel autre village. Donc, c'est d'abord et surtout une question de mieux nous connaître, d'accepter de poser sur la table de cette conférence nationale souveraine de 2026 les sujets sans tabou et d'en sortir avec un véritable esprit républicain qui commencera à s'appliquer dès les plus hautes sphères où on ne va plus chercher les choses parce que c'est le frère de ou la sœur de, mais simplement parce qu'on travaille tous à faire naître et à faire grandir un Cameroun Rodolphe, qui nous appartient à tous. Sur la question. Vous savez, il est très difficile pour nous les enseignants de parler de tribalisme, d'ethnocentrisme et de parler de repli identitaire pour le simple fait que nous sommes dans ce jeu politique. Lorsque nous allons délibérer les examens officiels, nous refusons le mot tribalisme. Il est très mal aisé pour moi de parler du tribalisme au Cameroun parce que je n'ai jamais vu un tribalisme. Je n'ai jamais vu le tribalisme au Cameroun. J'ai 21 ans de service, j'ai toujours eu Ngefak, mon ami, Ndjoya Mapouri Suleiman, Omaru Tala, mon camarade, et Ndeme Masso, un promotionnaire, parce que je pense que dans les programmes politiques du Cameroun, le tribalisme n'existe pas. Et dans le programme du PURS, nous savions que les Camerounais ne connaissent pas le tribalisme, ils ne connaissent pas l'ethnocentrisme parce que depuis l'état civil et chez les officiers de l'état civil, les mariages se font avec toutes les communautés, d'en croire les officiers d'état civil au Cameroun. L'instrumentalisation de cet épiphénomène et les appétits non disciplinés de certains hommes politiques dont je parle aux jeunes Camerounais aujourd'hui. Et je m'adresse à chaque jeune Camerounais de savoir qu'il n'y a pas de tribalisme dans son pays. Il y a ce qu'on aurait appelé une vie de communauté. Alors, l'état des élus a déjà été fait. Comment lutter donc efficacement contre et renforcer la cohésion sociale? Très bien. J'accepterai
question de cohésion sociale, elle est renforcée. Parce que lorsque vous regardez, d'après le diagnostic posé par le PURS, nous nous sommes rendus compte que dans tout l'échiquier national du Cameroun, il y a ce qu'on appelle une répartition de l'échiquier national dans les régions du Cameroun. C'est-à-dire quoi? Lorsque je délibérais un examen officiel au Cameroun, je m'attends à voir dans un centre un seul groupe ethnique, mais dans un lycée ou dans les universités, toutes les composantes de la nation. Et nous les délibérons ces examens en tenant compte de tous les aspects. Comment lutter contre? Vous dites? Comment lutter contre le tribalisme et la cohésion sociale? Alors, comment lutter? C'est dire plutôt aux hommes politiques d'arrêter de marginaliser la population camerounaise en parlant de tribalisme. Il y a la cohésion sociale au Cameroun. Je l'ai vu tout à l'heure au marché central. Je l'ai vu au marché Sanaga. J'ai vu la cohésion sociale tout à l'heure lorsque les enfants venaient payer leurs inscriptions. D'accord, vous faites un appel aux hommes camerounais parce que les hommes politiques arrêtent de parler de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Non, mais lutter contre le tribalisme et renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Écoutez, monsieur le député Tongo, il faut toujours se souvenir d'où on vient. Le Cameroun, c'est une jeune nation. Et les groupes ethniques existaient dans cette nation avant que cette entité ne s'étatise. Et ces groupes ethniques-là ne vivaient pas toujours en bonne entente. C'est pour ça qu'un certain nombre d'hommes politiques, si vous relisez leur discours bien avant l'accession du Cameroun à l'indépendance, mettait déjà l'accent sur cet impératif de lutter contre la tentation que certains ont au repli identitaire. Mais il faut commencer par dire une chose, c'est une tendance qui est une tendance marginale, premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup d'instrumentalisation politique dans l'existence même de ce phénomène qu'il faut considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de vraiment spasmodique. Ceci étant, cela ne signifie pas qu'il ne faille pas s'investir pour continuer à juguler ces pratiques et ces représentations qui constituent une menace pour le bien vivre ensemble. Et au RDPC, le président de la République, déjà à la suite du grand dialogue national, avait mis sur pied la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme qui développe un ensemble de projets et de programmes qui visent à promouvoir davantage de cohésion sociale. Mais ce n'est pas tout. Parce que vous savez, il faut regarder les choses à la fois au niveau sociétal, mais également au niveau institutionnel. C'est-à-dire au niveau institutionnel, personne ne peut considérer qu'il y a un groupe ethnique qui serait marginalisé. Peut-être qu'on va me dire que les pygmées sont sous-représentés dans l'administration. Ça, j'y consentirais. Maintenant, pour les autres, s'il y a des chiffres, qu'on nous dise que sur la base des évidences, tel groupe ethnique n'est pas suffisamment représenté dans l'appareil institutionnel. Au niveau sociétal, vous savez, moi, ça fait à peu près 20 ans que j'enseigne aujourd'hui et je constate que dans la manière dont on attribue les patronymes aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez les patronymes, vous avez de plus en plus de patronymes qui proviennent de deux aires ethniques. C'est-à-dire, moi, quand j'arrive en 3e année aujourd'hui, quand j'ai 20 étudiants, vous en avez 10 qui sont métisés. C'est-à-dire qui vont s'appeler, je ne sais pas moi, Kamga Eyango, Rifoué Matip, ainsi de suite. Donc, dans une société où les gens se métissent à ce point, ceux pour qui il faut s'inquiéter, ce sont les tribalistes. Parce qu'ils sont dans une situation où ils vont naturellement disparaître du fait que dans 20-30 ans, les races pures n'existeront pas, donc n'existeront plus au Cameroun. Donc vous ne pourrez plus dire, moi je suis Bassa, parce que vous serez Bassa avec des ascendances Bamileke, tout pour y ainsi de suite. Merci Patrick. Alors comment lutter efficacement contre le tribalisme, renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale? D'abord, il faut comprendre exactement ce que c'est et pourquoi le Cameroun se retrouve dans une situation où le tribalisme est une réalité sociale
La réalité est que, numéro 1, la justice a fermé une nation. Numéro 2, et ça, ce numéro 1 que je viens de citer, en disant que la justice a fermé une nation, ça, M. Biya et son système le savent. Ils savent que dans un système juste, dans une nation juste, il n'est pas possible de faire 43 ans au pouvoir. Ils le savent. Donc, pour réussir à régner longtemps, il crée donc des outils de division. Le tribalisme est donc un outil, un instrument de M. Biya et de son système pour mieux régner. Pourquoi? Parce que M. Biya comprend très bien qu'en incitant les uns et les autres, en provoquant, en clochardisant une partie de la population ou une ethnie, en favorisant une autre, il se crée une base. Ça veut dire que le jour où un opposant venant peut-être de l'ouest ou du nord-ouest ou du sud-ouest, je ne prends que ces exemples-là, viendrait à menacer son pouvoir, les gens qui le défendront ou constitueront une base pour lui, pour la bataille, seraient des gens contre qui seraient des personnes qui vont intégrer la réalité du tribalisme. Donc il ne faut pas que les Camerounais se trompent de combat. Le Cameroun d'aujourd'hui est à l'image de M. Paul Biya. Mais dans ce jeu de responsabilité, si le cas est tel que vous le décrivez, je veux dire qu'en réponse aussi, il y en a qui se laissent aller à ce jeu. Non, je vous ai expliqué tout à l'heure. Regardez, M. Biya sait qu'il y a des pauvres et des clochards partout. Il a créé cette clochardisation. Vous comprenez un peu? Il sait qu'en incitant le peuple à considérer des facteurs ethniques, c'est sa protection. Parce que la minute où il va pousser quelqu'un de l'Ouest, par exemple, qui a une plainte légitime et qui va donc se plaindre, créer une résistance de la part du monsieur Betty ou du monsieur Boulou est une protection pour monsieur Biya. Donc, ceux qui négligent la manière de faire de monsieur Biya, ce monsieur n'a pas fait dans ce pays quelque chose au hasard. Et je sais exactement de quoi je parle. Donc, le tribalisme qu'on voit et qu'on connaît aujourd'hui est simplement un instrument pour aider le pouvoir à se constituer, se préserver une base, pour dire à ceux qui sont de son aire géographique que bon, voilà, ce sont les Bamileke qui veulent prendre le pouvoir, ou alors les nordistes veulent prendre le pouvoir, et les gens vont se sentir concernés dans une bataille qui ne les concerne pas. Et donc, comment lutter contre et renforcer l'unité nationale? Pardon, dites encore? Comment lutter contre et renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale? Numéro 1, le 12 octobre, le moyen le plus effectif de lutter contre le tribalisme au Cameroun, le 12 octobre prochain, que Paul Biya soit chassé du pouvoir. Ça vraiment, c'est l'étape numéro 1. Par les urnes. Lorsque cela est fait, par les urnes. Nous encourageons par les urnes. C'est vrai que dans mon cas, écoutez, moi je vais être très honnête avec vous, hein. Par les urnes, je vous ai dit tout à l'heure, celui qui est juge. Et nous pensons qu'il est aussi parti. Donc, nous n'attendons absolument rien du Conseil constitutionnel. Tout ce que nous voulons, c'est que les urnes, que les Camerounais aillent aux urnes nous pointer le candidat.
quand ils nous ont pointé ce candidat, vraiment le reste va se faire naturellement. Donc, nous n'espérons absolument rien du Conseil constitutionnel. D'accord. Pour revenir à la question du tribalisme, nous disons que, bon, voilà, le responsable du tribalisme au Cameroun, c'est M. Biya, qui, en utilisant une technique de diviser pour mieux régner, comprend que dans un pays juste, parce que rien, dans un pays juste, M. Biya n'aurait jamais fait le temps qu'il a fait. Il sait que rien n'unit un peuple que la victoire, que ce soit la victoire sportive, la victoire économique, et c'est pour ça qu'il s'arrange dans une population de 17 millions de personnes en âge de travailler. Il n'y a pas plus d'1 million d'emplois. Imaginez ce que je suis en train de vous dire. 16 millions de Camerounais n'ont pas d'emploi. La minute où des emplois seront créés et que les Camerounais auront chacun son travail, personne n'aura le temps de regarder que, bon, voilà, celui-ci, il sort de l'Est, celui-là, il sort du Nord, celui-là, il sort du Sud. Monsieur Biya entretient le tribalisme en clochardisant le peuple camerounais. Il y a quand même lieu d'interroger la source de vos statistiques, non? Comment? Il y a quand même lieu d'interroger la source de vos stats. Bon, ne prenez pas mes mots, mes paroles pour cela. Il y a un an, l'Assemblée nationale du Cameroun a bel et bien déclaré que le taux d'unemployment, dans le taux de chômage au Cameroun était de 74%. Ça, ce sont ces chiffres, ses propres chiffres. Donc, la réalité est que ce taux, en réalité, est beaucoup plus près des 96%. Donc, on clochardise une nation, parce que vous ne pouvez pas instrumentaliser quelqu'un qui a ses moyens. Il faut attendre un décret. Il y a des gens, il va à l'école pour apprendre, il prend tous les diplômes, mais comme il compte sur un décret, il y a des choses qu'il ne pourra pas vous dire librement. Vous comprenez un peu? Ça, c'est ce que j'appelle la clochardisation. Parce que pour un instinct de survie, il est dans l'obligation de rester réservé, de vous dire A, de vous dire B, d'embellir les choses, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on rend esclave un peuple. Ce que le peuple camerounais doit comprendre, c'est qu'il n'y a qu'un seul et unique responsable au problème tribal du Cameroun. C'est compris. Il s'appelle Paul Biya. C'est compris. Et son système, son gang de 47. C'est compris, on évolue sur la crise anglophone. Le SDF, évidemment, qui en a longuement souffert, tout au moins à l'occasion des dernières élections, qu'elles soient nationales ou locales. Le SDF prétexte que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest a grandement impacté négativement ces résultats au cours de ces scrutins. Alors, vous, Alex, aujourd'hui, comment lutter durablement, ou alors quelle solution durable à cette crise? Oui, mais avant de ça, je ne parle de tribalisme, mais je souhaite quand même dire un mot. Je souhaite dire un mot dessus, parce que voilà, je vais faciliter avec thématique. Je vais dire que le tribalisme, pour nous, c'est pour les pauvres. Le tribalisme, quand je suis d'accord avec M. Benmodo dit, en fait, le tribalisme est conçu en continu par le gouvernement. C'est conçu par, parce que ceux qui gouvernent au Cameroun ne sont pas des tribalistes. Ceux qui ont le pouvoir au Cameroun, on les retrouve partout. On les trouve au sud, au littoral, au nord, à l'ouest, partout. Ce sont des amis. Maintenant, c'est la basse couche, c'est la couche la plus défavorisée qui vit le tribalisme. On les fait croire qu'il y a le tribalisme parce qu'en fait, on veut se maintenir au pouvoir. C'est une arme. Et c'est pourquoi nous avons dit que dans le SDF, que face au tribalisme, il faudrait qu'on retire les références sur l'ethnicité. Il faut faire la promotion des langues locales. C'est-à-dire que si vous êtes à Douala, on peut faire ce que dans toutes les écoles, dans un arrondissement, on introduit la langue locale et il faudrait aussi au niveau national faire la promotion d'une langue nationale, voir les différents linguistes pour qu'on introduise, comme au Congo, ils ont une langue nationale comme au Rwanda et ailleurs, pourquoi pas au Cameroun. Donc cela permettra de recréer le sentiment d'appartenance, d'unité sociale, d'unité nationale, ce qui a longtemps été tué par notre gouverneur, l'appartenance à la société camerounaise. Nous ne l'avons plus. Et c'est pourquoi la question du tribalisme, en fait, comme tantôt j'ai dit, c'est la pauvreté, parce que enfin,
gens n'ont pas d'emploi. Donc nous sommes pour le fédéralisme. Nous estimons que si dans chaque région, dans chaque État fédéral, dans chaque région, dès le 12 octobre, nous estimons que si la manne, si le budget national, le gâteau national est reparti, s'en va dans les localités, alors ce problème sera tué dans l'œuf. Parce que les richesses qui sont créées sont mal reparties. On a décidé au Cameroun de dire que, écoutez, on doit embaucher tel quota de nordistes, tel quota de sudistes, tel quota de ceux du littoral, de ceux de l'ouest, et on n'a pas prôné la méritocratie. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'éducation a été concentrée... Vous supprimez l'équilibre régional. Ce n'est pas nécessaire l'équilibre régional. Parce qu'on a concentré l'éducation dans les zones urbaines. Voilà, il y a un débat tout, mais la RPI est délaissée. Donc il faudrait ramener l'éducation vers la RPI, promouvoir l'éducation. C'est que dans ces zones-là, c'est-à-dire quelqu'un qui vit à Batsingla chez moi, quelqu'un qui vit à Olamze, quelqu'un qui vit à Koulfata, puisse avoir accès à une bonne éducation. D'accord, sur la crise anglophone maintenant. Bon, sur la crise anglophone, nous avons été clairs. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un parti politique qui a eu les rafales de la crise anglophone sur SDF, c'était connu plus ou moins comme étant notre bastion politique. Nous avons eu des résultats assez déplorables dans l'élection de 1998, de 2018, et nous sommes ce parti-là où notre base a été carrément délaissée de ce côté. Vous avez des populations qui n'ont pas pu prendre part au vote, et cela continue. Donc, nous avons clairement dit qu'il faut, nous sommes en mesure de mettre fin au conflit, c'est-à-dire au conflit en 100 jours. C'est-à-dire 100 jours, nous mettons fin au conflit. En 3 ans, nous allons faire une refonte des institutions. Et pendant ce temps, nous allons mettre sur pied des conditions qui vont permettre que les prisonniers anglophones, ceux qui sont actuellement incarcérés et qui n'ont pas le sang sur la main, puissent être libérés. Nous sommes clairs dessus. Enfin... J'ai reçu Joshua aussi qui disait au-delà des prisonniers de la crise anglophone, et même il élargirait aux prisonniers politiques, bien sûr. Parce qu'en fait, nous estimons que s'il faut organiser un dialogue national inclusif, un véritable dialogue national, il faut mettre des conditions pour que les gens puissent parler entre eux. Nous avons été clairs que le cas de Marafat Hamidou Yahya doit être résolu, il doit être libéré. Vous avez les prisonniers du MRC comme Bouni Issac, Alain Fogué, dès le 12 octobre. Et le président aussi l'a clairement dit, cela fera partie de ces premiers décrets qu'il prendra. C'est-à-dire la libération de Bouni Issac, Alain Fogué, Marafat Hamidou Yahya. L'un de ces premiers décrets également sera le rapatriement de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo. Donc, pour cette crise anglophone, revenant donc sur la crise anglophone, on estime que le Cameroun a tellement perdu de ce côté-là, l'économie nationale a perdu, parce qu'on ne peut pas comprendre que la région du sud-ouest produit le pétrole, le gaz qui est produit là-bas. C'est énorme, mais que tout ça est rapatrié à Yaoundé. Vous avez le grand littoral, c'est-à-dire si on prend Douala jusqu'au sud-ouest, c'est plus de, je crois, 40-35% du PIB qui est pour ce côté. C'est seulement 20%. Bon, Douala, Yaoundé, le sud-ouest, je vais prendre cette zone-là, pas le littoral. Le nord-ouest et le sud-ouest, c'est 20%. J'ai parlé du littoral et du sud-ouest. J'ai été clair, précis. Allez-y, donc, nous estimons donc que cette mauvaise répartition des richesses fasse que les conflits continuent à s'entretenir. Donc, il faudrait mieux répartir la richesse nationale. On va peut changer l'ordre. Patrick Fouet d'abord sur la crise anglophone. Comment on en sort je commencerai par indiquer que la CDC, qui était le second employeur du Cameroun avant le début de la crise anglophone, avait à peu près 10 400 employés. J'ai entendu quelqu'un sur ce plateau prétendre que lui, il emploie 6 000 personnes, c'est-à-dire qu'il serait le 3e employé de ce pays. C'est extraordinaire. Je voudrais dire bravo à cet opérateur économique qui a plus d'employés dans ses entreprises que mon camarade Sylvestre Ngouchingue. C'est un exploit qui mérite d'être salué. Et vous savez, la situation de la CDC est une situation qui nous a préoccupés pendant longtemps, parce qu'effectivement, vous aviez de nombreux Camerounais qui ne pouvaient plus. C'est le constat. La question, la solution durable. Parce qu'il nous reste 20 minutes. Je vais y arriver. Parce que le fait est que, effectivement, cette crise-là a entravé l'activité économique, a entraîné un déplacement massif de population. Mais il faut bien voir que la situation est en train de s'inverser depuis à peu près 2022.
pour moi qui fréquente cette région-là, de nombreux établissements scolaires qui, entre 1997 et 2022, n'avaient plus ouvert, ont rouvert désormais. Solution durable. De nombreux... Je suis en train d'y arriver. Il faut d'abord commencer par reconnaître... L'état des lieux est connu. Oui, non, là, ce n'est pas l'état des lieux. Je suis en train d'indiquer qu'il y a des choses qui ont été faites et qu'il y a un processus de normalisation. C'est sûr, Il y a un processus de normalisation et il faut féliciter le chef de l'État, il faut féliciter les forces de défense du Cameroun qui abattent un travail formidable. Parce que ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que ceux qui ont encore les armes là-bas aujourd'hui, ce ne sont pas des Camerounais, ce sont des miliciens terroristes. Et effectivement, il faut continuer à apporter la sécurité, un maximum de sécurité aux populations camerounaises. Vous savez, dans toutes les familles, il y a des divisions. Mais monsieur Dipita, si vous entrez chez vous et votre fils prend un couteau pour vous dire c'est sous la menace de ce couteau que nous allons... Non, non, mais c'est ce qui arrive, c'est-à-dire c'est sous la menace de ce couteau que vous allez céder à mes caprices, vous ne céderez pas. Parce que moi, je suis désolé, je prends encore cet exemple, qui est un exemple. D'ailleurs, le monsieur avec qui nous échangeons en ce moment vit aux États-Unis. La population américaine la population noire américaine est une population particulièrement discriminée. La police américaine a tué plus de 200 000 Noirs américains depuis 1960. Je n'ai jamais vu les Noirs américains prendre les armes contre l'État américain. Ça ne signifie pas qu'ils ne revendiquent pas. Donc, quand vous avez des individus qui prennent des armes contre leurs parents, contre leurs frères, leurs sœurs, parce qu'ils ont des revendications, ces revendications ne sont plus légitimes. Donc, ce que nous disons, c'est que ceux qui n'auraient jamais dû prendre les armes doivent les déposer. Et quand ils déposeront ces armes, nous nous réunirons autour d'une table pour faire la paix. Mais tant qu'ils n'ont que les armes, effectivement, l'armée fera le travail qui est le sien, c'est-à-dire essayer d'apporter la paix et la sécurité à tous les citoyens qui continuent à vivre de ce côté-là et qui sont en train de s'y réinstaller massivement. Je pense que pendant le grand dialogue national et pendant la tripartite, tout avait été déposé sur la table pour les solutions idoines de la crise anglophone. Je me réjouis tout simplement que mon fils se retrouve à la classe le 8 à Saint-Joseph à Bamenda, où il va faire son avance les 20. Ça me prouve à suffisance que le peuple uni pour la rénovation sociale, qui est un parti républicain, a vu depuis pratiquement 2 semaines 25 de ses militants aller de ce côté pour battre les troupes vers ce qu'on aurait appelé un consensus intelligent. Et 2 partis politiques du Nord-Ouest et 2 partis politiques du Sud-Ouest ont signé les alliances avec le président Cheikh Espoir Matomba pour qu'enfin, comme c'est des partis politiques qui n'ont pas eu de candidat à l'élection présidentielle, ils feront à bras le corps avec le PUS pour pouvoir faire rejaillir, ressentir leur intérêt et voter pour le peuple uni pour la rénovation sociale. Je ne saurais sortir de la crise anglophone, dire que lorsqu'on fait de la politique au Cameroun, il faut savoir qu'on ne vient pas en politique pour des intérêts. Et je tiens à dire à certaines personnes que j'ai été à l'université de Garoua et j'ai vu les travaux dans la ville de Garoua. Je ne serais pas comptable d'assister à un plateau lorsque la République et mes frères de Roundéadja et de Garoua qui ont travaillé dans une entreprise dont les travaux ont été arrêtés et ont interpellé un homme qui parle depuis des États-Unis. Je dis, j'ai été à l'université de Garoua pour ma mission. J'ai vu mes frères de Roundéadja, de Fulbere 1, de Marouari, qui ont travaillé dans des entreprises où le nom de M. Modo est ressorti que les arrêts des travaux ont été pour des problèmes de finances. On m'écoute à Garoua, on m'écoute à Maroua. Certains de mes étudiants vont se reconnaître. D'accord, c'est compris. Vous êtes sorti. Et je ne souhaiterais pas que cela se passe pour qu'on dise que le plus à ce débat. Il va certainement vous répondre là-dessus. D'abord, avant Thierry, Benjamin. Je ne souhaiterais pas. Alors, Thierry Ngong, évidemment. Il faut larguer cela. C'est notre ancien patron. Vous comprendrez que. C'est normal que sur ce plateau, vous ayez envie d'évoquer son nom. Mais il n'y a pas de souci. Je partage avec eux vraiment beaucoup d'honneur son patronyme. Non, je suis toujours un peu gêné quand. J'entends des communicants du ADPC. Je pense qu'on peut faire confiance à monsieur Rifoué pour communiquer sur la politique du ADPC, mais pas forcément pour mener des négociations un jour avec ceux qui entretiennent encore le désordre dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ce n'est malheureusement pas mon travail. Bien sûr, oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment dangereux si ça devait devenir un jour. Non,
je crois qu'il faut... vous aurez remarqué que le RDPC, mais bon, c'est son habitude, ne donne absolument pas de propositions. Il a passé son temps à faire des gesticulations, sans dire quelque part ce que... La vôtre, c'est laquelle? Voilà, j'y viens, sans dire ce que le président qui est candidat, qui veut entamer un 8e mandat, comptait faire pour résoudre ce qu'il n'a pas pu faire depuis près de 8 ans que ce conflit a démarré. Donc, comme je l'ai dit en entame, il n'était peut-être pas encore arrivé, il n'avait pas entendu, c'est pour ça. C'est la priorité du président Hiram, s'il devenait président de la République cette fois-ci, de résoudre ce problème. Et je le dis une fois de plus, les conflits, même les conflits armés, se résolvent dans le monde. Ça demande premièrement de s'y impliquer. Je tiens à rappeler aux Camerounais que depuis que le conflit a démarré, le président Paul Biya n'est pas allé une seule fois, ni au sud-ouest, ni au nord-ouest. Le président Poutine, qui a un conflit effectivement à sa frontière avec l'Ukraine, s'est déplacé sur le front, ne serait-ce pour saluer les valeureux soldats dont parlait M. Rifoué tout à l'heure. Le président Macron ou d'autres présidents américains, quand il y a eu des guerres, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs dans le monde, sont allés passer même parfois les fêtes de fin d'année avec leurs soldats pour leur dire bravo pour le travail que vous faites, merci de défendre la nation. Donc, ça commence par l'implication du président, du chef de l'État dans ce travail-là. Et Hiram Eyodi, bien sûr, compte commencer son gouvernement en allant sur le terrain avec le premier conseil des ministres qui se ferait dans ces régions-là. Ensuite, je l'ai dit, il faut, pour que la solution soit durable, ce n'est pas simplement des futilités, comme semblait dire le représentant du RDPC. Ce sont des gens qui ont pris des armes sur une question de la forme de l'État qui n'avait pas été résolue. Depuis notre indépendance, il y a donc des choses qui restent parmi nous, Camerounais, nous partageons cette République tous ensemble, qui n'ont pas été soldées. Et peut-être qu'on n'avait pas senti, au moment où ce conflit démarre, à quel point la frustration était importante. Et il faut donc, pour entrer dans une résolution durable, qu'une fois qu'on a fait taire les armes, qu'on a passé dans ce mécanisme d'amorce de démilitarisation de cette région-là, qu'on puisse tenir cette conférence nationale souveraine, dont les résolutions doivent nous permettre de dire, OK, quelle forme de l'État on veut à la fin. Si c'est le fédéralisme, bien évidemment, on devra s'y amener, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Si c'est effectivement, on garde un État unitaire, mais on répartit les pouvoirs différemment, il faut y arriver. Mais il ne faut pas faire ce qu'on a eu comme exercice pendant ce qu'on a appelé le grand dialogue national, où, quelque part, il y avait parfois des tabous, en tout cas sur les participants, certains députés notamment qui disaient, on sentait un peu une gêne du Premier ministre qui dirigeait ces travaux-là, quand on voulait aborder dans un sens ou dans l'autre certaines questions. Donc nous disons, on commence par effectivement faire taire les armes. Ça, ce sera la priorité dans les premières semaines de la prise de pouvoir de Samuel Hiram Eyodi. On entame le mécanisme de négociation pour arriver à voir les interlocuteurs qui vont participer à cette conférence nationale souveraine, parce qu'une fois de plus, la résolution de conflit, c'est un mécanisme, c'est un processus qui fait appel à des compétences particulières. Et donc si en 8 ans, le président Paul Biya n'a pas réussi à résoudre ce problème, je pense qu'il est temps de changer les acteurs et de s'autoriser d'avoir d'autres Camerounais qui puissent apporter un souffle nouveau pour résoudre cette question qui est la plus importante du pays en ce moment. Ben Modo, solution durable à la crise anglophone. Alors, d'abord, le problème, il est bon de savoir que le responsable de la crise du Nozo est M. Biya et son système. Ils ont été à l'origine de cette guerre. Ils ont refusé la paix quand cela leur a été proposé. Alors, je vais vous faire 2 confidences. Je ne parle pas des choses qui m'ont été dites. Je parle des choses auxquelles moi, j'ai participé. Numéro 1. Il y a environ 1 an et demi, je suis approché par certains leaders des Ambazoniens qui me demandent de servir d'intermédiaire avec le régime de Yaoundé. Je les reçois aux États-Unis et nous avons une conversation. À mon arrivée à Yaoundé, je contacte qui de droit à Yaoundé et j'explique clairement que les Ambazoniens ont décidé d'arrêter la guerre. Alors, on me répond, qui de droit me répond que il est trop tard pour la paix.
Donc, comment est-il possible que les fils d'une nation sont en guerre? Ah, Ben Modo. Et, bon, écoutez, si vous voulez suivre ce que je suis en train de Non, je vous laisse poursuivre, mais je vous laisse poursuivre. Je vous laisse poursuivre, seul que c'est. Je n'ai pas entendu, monsieur Dépita. Je dis, je les ai reçus à mon bureau aux États-Unis. Qui de droit est-il un responsable en capacité de décider, de stopper la guerre, d'orienter la décision des décideurs? Qui de droit? Quel est son profil? Qui de droit? Qui de droit dont vous parlez? Je comprends l'anonymat que vous voulez, on va garder l'anonymat. Bon, mais je veux dire que cette personne est un profil en capacité de stopper la guerre. Exactement. Parce que ce que les Ambazoniens demandaient, simplement, était quelque chose de tellement simple que quelqu'un avec la volonté de sauver des vies aurait arrêté cette guerre. Qu'est-ce qu'il demandait? Dans les semaines qui viennent, je vous citerai les noms. Qu'est-ce qu'il demandait? Exactement les noms. Qu'est-ce qu'il demandait? Rien de spécial. Vraiment rien de spécial. Oui, ben... Un accord en place que j'avais d'ailleurs sur moi. Vous comprenez un peu? Que j'avais d'ailleurs sur moi et qui a été présenté. C'était quoi le contenu de l'accord? Peut-être pour comprendre les enjeux aussi. On ne va pas citer de nom, c'est clair? Mais je dis, il n'y avait rien de spécial. Il y avait simplement une réhabilitation pour ceux des Ambazoniens et qui sont en prison et qui ne sont pas en prison et qui sont encore en train de combattre. Y compris ceux qui ont le sang sur les mains. Bon, écoutez, après le 12 octobre, lorsque le pouvoir en place volera les élections, vous pensez que quelle option sera laissée au peuple camerounais? Est-ce que lorsque le peuple camerounais prendra cette option, alors ben, le peuple camerounais, vous savez, nous sommes en télévision nous sommes dans un média de masse. Je ne parlais que d'une supposition. Mais non, ce que voilà. Parce que je voulais enlever justement le terme voler le scrutin. Bon, cela dit, je vous laisse poursuivre. Bon, écoutez, on s'est compris là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, continuons sur le problème. Donc, je ne vous ai pas parlé des choses que j'ai entendues. Je vous ai parlé, c'était moi le messager. C'était moi. Et je vous dis que le pouvoir de Yaoundé a refusé la paix. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2. Lorsque les émeutes commencent en, je pense, 2016, je suis à Bamenda. Il y a un problème au tribunal. L'une des premières émeutes que moi j'ai vécues à Bamenda était que il y avait deux personnes, une personne francophone et une personne anglophone qui étaient au tribunal. Et la personne qui jugeait était une personne francophone qui ne saisissait pas très bien qu'est-ce qui se disait en anglais. En anglais. Donc, une des parties était forcée de parler en anglais, l'autre parlait en français. Alors, celui qui devait juger comprenait beaucoup mieux qu'est-ce qui était dit en français et ne comprenait pas très bien qu'est-ce qui était dit en anglais. Pourtant, c'est lui qui devait juger. Et lorsqu'il prend la décision en faveur du francophone, tout le monde qui comprenait le problème a été scandalisé. Et ça, c'est une émeute que j'ai vécue à Bamenda. Je faisais le stade de Bamenda à l'époque. Alors, moi, je prends mon téléphone, j'appelle le directeur du cabinet civil de l'époque, et je lui dis, comment vous faites pour envoyer dans une zone anglophone des gens qui ne peuvent pas comprendre la langue? Vous faites comment? Le processus, c'est quoi? Je procède et j'explique le problème. Il me demande, faites un mémo et envoyez-moi le mémo. Je fais le mémo et je le lui envoie expliquant clairement quel était le problème. Très clairement, quel était le problème. Et
quelques jours plus tard, fatigué, parce que lui-même ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait, il me pose la question quelques jours plus tard, est-ce que tu es sûr que ce qui est dans ton mémo là, c'est ce qui s'est passé? Je dis, Excellence, j'étais à Bamenda quand ça se passait. L'émeute est venu nous trouver au stade. Et il me dit, voici le rapport que M. Atanga en a fait. Le monsieur a raconté tellement d'ineptie. Alors, Ben Modo, Bon, vous voyez que dès l'instant où vous commencez à citer les noms et que vous mettez des... bon, je n'aurais pas dû citer le nom. Et que vous mettez des épithètes. Je n'aurais pas dû citer le nom, mais je dis que des choses qui avaient été dites dans le rapport qui allait à M. Biya étaient catastrophiques, du pur mensonge. Bon, ça c'est votre version des faits. Je dis, on ne m'a pas dit. Oui, mais je veux dire que ça c'est vous qui le dites. Je ne remets pas en cause autres. Oui, mais on n'a pas le temps nécessaire et matériel de. C'est moi qui le dis. Donc quand nous disons que la guerre du Nozo profite à un système qu'il a créé. Solution durable. Un système qui trouve avantage, qui a de l'avantage à ce que la guerre perdure. Et c'est pour ça que j'ai dit il y a quelques semaines que tout ce beau monde-là va à la Haye pour le crime contre l'humanité. Alors, parce qu'il n'est pas possible, non, c'est ce qui va se passer. La solution durable pour vous, ce serait quoi? Évidemment, il faut enlever ce système, pour enlever M. Biya. D'accord, c'est compris. C'est un début de solution. C'est compris. On va maintenant, il nous reste... amener à la table les personnes qui ont proposé il y a 2 ans de faire la paix. Parce que c'est toujours la volonté de ces personnes-là de faire la paix aujourd'hui. Il nous reste 3 minutes, Ben. On va donner la parole à chaque panéliste à présent pour adresser un message final à ceux qui nous écoutent, aux électeurs futurs du 12 octobre, au regard des thèmes qui ont été abordés ce soir. On va peut-être commencer avec vous, Dr Rodolphe Nyamsi. Si un dernier message à dire aux téléspectateurs par rapport à la thématique de ce soir, présidentielle 2025, le Cameroun de l'après 12 octobre. Alors, chers lecteurs, le peuple uni pour la rénovation sociale vous convie à ce qu'on aurait appelé le sens de la responsabilité nationale. Car nul ne peut bâtir son pays sans le sentiment de l'échelle nationale du progrès. Et le progrès du Cameroun, il passe par votre responsabilité. Trop de bonimenteurs dans la scène politique. D'accord. Suivez un seul mot, la responsabilité. Benjamin. Nous sommes en septembre 2025 et il y a exactement 50 ans, un jeune Camerounais qui s'appelait Paul Biya devenait Premier ministre du Cameroun. 50 ans et 7 ans après, il accédait à la fonction suprême de président de la République et il est toujours aux affaires aujourd'hui. Je pense que depuis 43 ans, nous n'avons pas que le même président, nous avons surtout un même système que vous subissez certainement chaque fois que vous sortez pour aller au travail et que vous êtes coincé dans des embouteillages parce que la route n'est pas comme il fallait. Ce système que vous subissez quand vous allez à l'hôpital et que vous n'arrivez pas à vous soigner, quand vous subissez parce que vous travaillez et vous avez l'impression de ne pas joindre les deux bouts. Je pense qu'il faut qu'au soir du 12 octobre, nous commencions à mettre fin à ce système. Il est essoufflé, certainement par ces trop longues années d'exercice d'un pouvoir qui n'a pas été utilisé comme il fallait, et puis certainement aussi par ce ventre trop plein des excès qu'il s'est fait sur le dos de nombreux Camerounais que nous sommes. Alex. Je pense que, et je terminerai par là, Hiram Yodi, le candidat donc investi par le FDC et que le MP3 soutient, permettra que nous entamions ce travail-là, parce que c'est notre moment et il ne faut surtout pas le manquer. Alex. Oui. Pour le SDF, c'est clair. Ceux qui ont créé ce problème ne peuvent pas être la solution. La crise anglophone est créée par l'ordre gouvernant, par le régime actuel. Le chômage, la précarité de l'emploi. Nous avons dit, nous devons sauver le Cameroun. Sauver le Cameroun, c'est simple. Nous sommes là pour créer 3 millions d'emplois dès les 3 prochaines années de notre prise de pouvoir. Nous sommes là pour la souveraineté monétaire, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous quittions du franc CFA. Nous sommes là pour la gratuité de l'acte de naissance, la gratuité de la carte d'identité, car il y a plus de 8 millions de Camerounais qui n'ont pas de carte d'identité. Nous sommes là pour un enseignant
un logement, car nous comptons construire plus de 50 000 logements au Cameroun. Nous sommes là pour un CIMIC qui devrait passer de 40 000 francs à 80 000 francs dès janvier et à 160 000 francs après 5 ans. Nous sommes là pour résoudre la crise anglophone et que tous les Camerounais se parlent. Le tribalisme est créé, entretenu par le régime RDPC. Patrick. Alors votez le SDF, votez le bulletin rose. Patrick Ifoué. Chers jeunes Camerounais, vous avez la chance d'appartenir à une très grande nation. C'est une nation qui fait face à des défis nombreux et vous faites partie de l'équation qui va permettre de résoudre ces défis-là. Je vous invite donc le 12 octobre 2025 à choisir massivement le président Paul Biya. Parce que le mandat qui arrive, c'est le mandat du renouvellement générationnel et je vous invite à prendre le bon wagon. Le bon wagon, c'est celui de la locomotive Paul Biya. Ben Modo. Alors, il n'y a qu'un seul objectif le 12 octobre. C'est que Paul Biya doit perdre ses élections. Et nous pensons qu'il va perdre ses élections. Mais pour ne pas que votre voix soit perdue, nous vous recommandons d'attendre parce qu'il y a un mot d'ordre qui sortira dans quelques semaines. Et nous appelons donc le peuple camerounais à voter pour cette personne-là. Parce que nous ne voulons plus au Cameroun des opposants qui vendent leur victoire. Nous ne voulons plus au Cameroun des personnes qui pensent à elles au lieu de penser à l'intérêt de tous. Mon invitation est donc, restez serein, attendez le mot d'ordre qui vous sera donné. Lorsque ce mot d'ordre est donné, allez en toute simplicité et élisez cette personne présidente de la République du Cameroun. Ben Modo, je dois sous-entendre que vous êtes engagé politiquement ou alors vous êtes toujours au société civile. Autrement, êtes-vous dans une alliance pour le... Je ne suis pas politicien. Je vous l'ai dit, je ne suis pas politicien. Je dis simplement que business as usual ne peut plus être la manière d'avancer. Paul Biya a montré 5 fois sur 5 qu'il est un tricheur. Il faut... on va enlever tricheur. Merci. Merci infiniment Ben Modo, merci à vous panélistes, Patrick, Benjamin, j'y suis vraiment parvenu, je m'étais promis de pas, mais bon, le réflexe, Alex et puis Rodolphe. Merci à vous à la maison d'avoir suivi cette autre édition. Nous avons entendu ce soir donc différentes visions pour le Cameroun de l'après 2025, des propositions sur l'économie, la gouvernance, l'unité nationale et la cohésion sociale, la lutte, ou du moins la fin de la crise dans les régions du Nord-Ouest et le Sud-Ouest. L'essentiel désormais, c'est que chacun puisse se forger une opinion. C'est notre rôle que de donner la parole aux différents acteurs. Une opinion donc éclairée en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, afin que chacun puisse faire le choix juste pour l'avenir du Cameroun. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition d'Entretien avec.